suis vraiment très heureux d'avoir ce moment de partage scientifique avec vous aujourd'hui. Autour donc de cette conférence intitulée « Évolution et cancer ». Donc un titre qui peut peut-être sembler un petit peu surprenant au premier abord, puisque au final, quels peuvent être les liens entre les sciences de l'écologie et de l'évolution, la façon dont les espèces évoluent par sélection naturelle depuis des millions d'années, et puis cette maladie qui est le cancer. Et en fait, je commencerai également cette présentation en rappelant une citation d'un biologiste qui s'appelle Dobzhansky, une citation célèbre qui est « Rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution ». Et en fait, le cancer n'est absolument pas une exception, comme nous allons le voir aujourd'hui. C'est même un pur problème de biologie évolutive, depuis son origine même dans l'histoire de la vie, comme nous allons le voir, jusqu'à son développement en temps réel chez une personne qui est malade. Alors le cancer, c'est quoi? C'est pas une maladie, c'est une famille de maladies. Il y a plus de 100 cancers différents. Et pour faire simple, ils se caractérisent tous par une prolifération anarchique de cellules devenues immortelles, capables de stimuler la croissance de vaisseaux qui apportent oxygène et nutriments à la tumeur, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses sont capables de manipuler le comportement des cellules saines et de les convaincre de participer à leur entreprise en leur apportant à manger et de l'oxygène. Alors bien sûr, ce dialogue, c'est un dialogue moléculaire. Ils échangent des informations par des molécules. Et puis ensuite, par ces mêmes vaisseaux, eh bien, les cellules sont capables de partir pour installer des foyers cancéreux secondaires, que l'on appelle donc les métastases, et qui entraînent généralement, si la personne n'est pas soignée correctement, son décès. La plupart du temps, ce sont les métastases qui tuent, ce ne sont pas les tumeurs primaires, sauf si vraiment elles sont dans un endroit compliqué, au milieu du cerveau, choses comme ça, mais autrement, ce sont les métastases qui sont réellement problématiques. Alors figurez-vous que les premiers papiers qui présentent le cancer comme un problème de biologie évolutive ne sont pas récents. Ils ont été publiés dans le milieu des années 70 avec un article dans la prestigieuse revue britannique Nature et un autre dans Science, l'équivalent aux États-Unis. Mais il faut croire que les esprits n'étaient pas encore prêts à cette interdisciplinarité, ce croisement inédit entre les sciences de l'évolution et le cancer. Et puis ces articles ont fait une sorte de flop. Et en fait, ça fait seulement une dizaine d'années que l'on réalise pleinement à quel point l'adoption d'une vision évolutive, évolutionniste du cancer permet de considérablement améliorer notre compréhension de la croissance des tumeurs, de prévenir le cancer et, comme nous le verrons à la fin de cet exposé, de proposer des nouvelles thérapies pour soigner le cancer. Et ce lien fort, en fait, avec les sciences de l'évolution vient du fait que rien que par sélection naturelle, ce moteur, ce processus qui permet aux espèces d'évoluer, juste par sélection naturelle, à l'intérieur de la tumeur, on peut expliquer pourquoi le cancer risque de devenir de plus en plus agressif au cours du temps, pourquoi la sélection naturelle va favoriser les cellules cancéreuses capables de faire pousser des vaisseaux, comme je disais tout à l'heure, qui vont venir donner à manger, oxygène et nutriments à la tumeur. La sélection naturelle va favoriser les cellules cancéreuses qui deviennent invisibles au système immunitaire, il ne les voit plus. Et même parfois, il favorise les cellules cancéreuses qui se font passer pour des cellules saines. Tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que quand on a un système immunitaire qui tue les cellules cancéreuses, celles qui sont visibles, sont détectées, sont tuées. Donc, au bout d'un certain temps, on peut favoriser ceux qui deviennent invisibles au système immunitaire. La sélection va également favoriser de la dispersion, de la colonisation vers de nouveaux organes. Et puis l'exemple le plus emblématique, en tout cas problématique de cette sélection, eh bien, c'est la sélection artificielle à nos thérapies, la sélection de résistance. C'est un processus que l'on peut représenter comme ceci. Alors ça, c'est la vision du passé. Vous avez une tumeur qui apparaît, elle grossit, les médecins la détectent, on décide de la traiter, on a un traitement qui marche plutôt bien, qui va tuer presque toutes les cellules cancéreuses, et puis on peut avoir une rechute quelque temps plus tard. Mais si on y met un regard évolutionniste, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Le cancer est une machine à produire de la diversité. Dans une tumeur de quelques grammes, il y a plus de diversité qu'il n'y en aurait entre tous les hommes de la planète. C'est avant tout un monstre de diversité. Et évidemment, quand la tumeur grossit, cette diversité augmente et nos thérapies, bien souvent,
pas toujours le cas, mais bien souvent, vont venir tout simplement sélectionner les variants résistants. Elles vont tuer les sensibles et si on a une rechute, eh bien, ce sera principalement à cause des variants résistants qui n'ont pas été tués. Vous l'aurez compris, ils sont représentés en rouge dans cet exemple-là. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle nous mourrons du cancer. C'est parce que nos thérapies, qu'il faut appliquer, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais la façon dont on les appliquait, en tout cas par le passé, nous amenait progressivement à sélectionner les variants résistants. Et puis, évidemment, quand on n'a plus de solution pour tuer les cellules rouges ici, eh bien, on est impuissant et la personne va, hélas, partir du cancer sous nos yeux. Mais au final, quelle est l'origine du cancer? D'où vient cette maladie? Le cancer existe dans toutes les classes de vertébrés, ça ne se limite pas à l'homme et aux animaux domestiques. Est apparu il y a très longtemps, on trouve même des traces de cancer chez des dinosaures du Jurassique. Alors évidemment, on parle de cancer osseux parce qu'on a accès uniquement aux os, mais en fait, ils en avaient dans tous les organes, comme nous. Et d'une façon générale, le cancer est une maladie qui existe aussi chez les invertébrés, donc des mollusques, des insectes et même des hydres. J'en parlerai tout à l'heure, c'est comme des petites méduses. J'en ai dans mon laboratoire en ce moment, c'est des organismes qui sont passionnants à étudier, j'en reparlerai tout à l'heure. Et d'une façon générale, eh bien, le cancer, pour les biologistes de l'évolution, est une maladie qui est apparue il y a plus d'un demi-milliard d'années, lorsque la vie est passée du stade unicellulaire, donc des organismes qui avaient une seule cellule, il y en a encore plein d'ailleurs, dans le plancton par exemple, au stade pluricellulaire, donc des organismes à plusieurs cellules, comme vous et moi. Nous avons des milliards de cellules dans notre corps, nous sommes des organismes pluricellulaires. Et donc au début, la vie était unicellulaire et elle a basculé dans la complexité avec des organismes à plusieurs cellules et le cancer est apparu à ce moment-là. Alors on va y revenir. Donc en fait, quand la vie est passée du stade d'une seule cellule à plusieurs cellules, vous imaginez bien que c'est comme dans une salle où quand vous voulez faire travailler toute une équipe ensemble, il faut une cohésion et donc cette multicellularité a pu évoluer en mettant en place des mécanismes qui assurent la cohésion des cellules, leur façon de coopérer entre elles. Et puis, évidemment, quand une cellule est dangereuse ou inutile, il faut qu'elle se supprime. Tout ceci, ce sont des choses qui se passent naturellement dans le corps. Et ces fantastiques adaptations ont permis, sur des millions d'années, cette extraordinaire diversification des organismes multicellulaires jusqu'à aujourd'hui. Et on en fait partie. Le problème de ces extraordinaires adaptations qui vont venir empêcher l'échappement d'un clone à tendance égoïste, eh bien, c'est que c'est également de terribles faiblesses dans nos génomes, puisque lorsqu'elles ne fonctionnent plus, eh bien, hélas, on a une réversion vers cet égoïsme unicellulaire ancestral. Je prends souvent une métaphore. Quand l'homme a réussi à inventer les freins, ça a été une invention fantastique qui a permis ensuite d'avoir toutes sortes de véhicules. On avait besoin de freiner, des vélos, des avions, des voitures, et ça a été un point de blocage qu'il n'y avait pas. Et puis quand on a réussi à le lever, on a eu des tas d'adaptations derrière qui ont permis d'avoir tous ces engins. N'empêche que pour tous ces engins, quand les freins ne marchent plus, eh bien on a typiquement l'accident que l'on voulait éviter en inventant les freins. Mais c'est un petit peu la même chose. Pour mettre en place des organismes complexes, on a mis en place des barrières pour empêcher que certains deviennent égoïstes et prolifèrent. Et quand ces barrières ne fonctionnent plus, eh bien, on a une réversion. Et c'est avant tout ça, le cancer, c'est-à-dire d'une seule cellule dans l'histoire de la vie à plusieurs cellules, et puis soudainement, dans votre corps, une espèce de régression vers un retour à cette unicellularité. Et ensuite, commence un processus d'évolution. Et là encore, la sélection naturelle, à l'intérieur du corps, en temps réel, va venir favoriser des adaptations qui risquent d'augmenter l'efficacité du cancer dans son art de la malignité. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi la vie est devenue multicellulaire? Parce qu'en fait, pendant 2 à 3 milliards d'années, il n'y avait que des organismes unicellulaires, donc pas de cancer. Et puis pour des raisons que les scientifiques ont encore du mal à expliquer, la vie s'est donc soudainement complexifiée pour faire des organismes à plusieurs cellules, c'est-à-dire au lieu d'avoir une seule cellule, on avait un groupe de clones, et vous avez des milliards de clones qui, à la base, dans votre corps, ont tous le même ADN,
par la suite, il y a des mutations qui s'accumulent. Et donc, les scientifiques se posent la question, mais quelles furent les forces de sélection qui ont favorisé ce passage de cette vie à une seule cellule à plusieurs cellules? Alors, bon, il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées. Certains ont dit, quand on est plus gros, on a accès à plus de ressources, on a moins de prédateurs, on peut avoir une meilleure dispersion. Mais il semble que la principale raison qui est favorisée, les organismes multicellulaires, c'est la répartition des tâches. Quand on a plusieurs clones, on peut faire beaucoup plus de choses. Imaginez que vous ayez vous-même plusieurs clones de vous-même. Un qui est aux courses, un qui est au ménage, un qui est à la cuisine, un qui est au travail. Vous seriez redoutablement efficace. Donc en fait, quand vous êtes unicellulaire, vous avez tout à faire. Imaginez que ce soit par exemple un médecin généraliste qui ait tout à faire, l'ophtalmologie, la cardiologie, son secrétariat, etc. Et puis ici, par analogie, ça serait une clinique ou un hôpital où chaque individu, en fait, ici est une cellule. Et donc en fait, vous avez une répartition des tâches et seules certaines cellules, dites sexuelles, sont en charge de la reproduction. Quand les organismes étaient unicellulaires, ils interagissaient entre eux. La sélection naturelle a pu en favoriser certains qui se débrouillaient mieux que d'autres. Eh bien, on a exactement la même chose avec les organismes multicellulaires. Ils étaient en interaction entre eux et puis certains se débrouillaient mieux que d'autres et donc ont proliféré davantage sur des temps évolutifs jusqu'à conduire à cette fantastique diversification que l'on connaît aujourd'hui avec des adaptations absolument incroyables pour éviter la prédation, pour s'adapter à tous les habitats que vous pouvez imaginer sur Terre. Et tout ceci était le fruit de cette sélection naturelle. Une fois la multicellularité enclenchée, la sélection naturelle a favorisé des coups de pouce qui permettaient aux organismes de s'améliorer constamment. Alors le problème de cette multicellularité, c'est qu'elle repose sur des milliards de sacrifices reproductifs. Comme je vous disais tout à l'heure, seules les cellules dites sexuelles sont en charge de la reproduction. Les cellules de votre bras, par exemple, n'ont pas vocation à se reproduire. Bien sûr, elles peuvent proliférer si vous coupez, par exemple, pour cicatriser et éviter qu'il y ait des infections. Donc ça, c'est une adaptation, c'est même favorable. Mais cette prolifération, elle est contrôlée, elle survient sur un ordre collectif et extérieur de le faire, c'est tout à fait normal, mais la vocation, c'est pas de se reproduire. Et donc, en fait, le problème, c'est quand certaines cellules cherchent malgré tout à se reproduire, vont désobéir, se désolidariser de leur rôle. Et c'est ceci le cancer. Alors, bien sûr, ça arrive tout le temps dans notre organisme, quasiment tous les jours, des millions de fois. Et la plupart du temps, c'est tout à fait régulé, éliminé par nos défenses anti-cancer. Et quand, hélas, nos défenses anti-cancer ne sont pas assez puissantes et que le processus continue, que ce conflit d'intérêts est mal géré, à ce moment-là, démarre le cancer. Et bien sûr, on a toutes sortes de défenses qui ont évolué pour essayer d'éliminer ces cellules cancéreuses. C'est le système immunitaire, par exemple. Ça peut être aussi une cellule, comme je vous disais tout à l'heure, qui devient anormale, va enclencher un programme d'autodestruction, le suicide cellulaire, qu'on appelle l'apoptose. Si elle ne le fait pas, les autres cellules autour lui envoient des signaux pour lui dire « Eh oh, faut que tu te supprimes, là, tu deviens dangereuse. » Et en fait, les cellules cancéreuses sont des cellules qui se sont affranchies de tous ces signaux. Et tout simplement parce que la sélection naturelle, bien sûr, nous favorise dans nos défenses, mais elle favorise également toute entité réplicative, c'est-à-dire que c'est ce même processus, la sélection naturelle, qui d'un côté va nous rendre de plus en plus performants pour éliminer le cancer, mais qui rend également les cellules cancéreuses de plus en plus performantes pour échapper à ces défenses. C'est le même processus, la sélection naturelle. Alors juste pour vous montrer que cette tentation de la tricherie, entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel, il est permanent. Je vais vous prendre ici un petit détour avec l'exemple des cancers sociaux. Donc les cancers sociaux, ça intervient chez les superorganismes. Un superorganisme, c'est par exemple les fourmis. Les fourmis, vous savez que la reproduction, c'est généralement un seul couple, une reine, qui est en charge de la reproduction. Et toutes les autres individus, les ouvrières, c'est un petit peu comme les cellules de votre bras. Elles ne sont pas là pour se reproduire, elles sont là pour faire fonctionner le système collectif et se reproduire par procuration, j'ai envie de dire, en favorisant la reproduction de la reine parce qu'elles ont des gènes en commun avec la reine. Donc en fait, vous avez donc des super-organismes et figurez-vous que certains chercheurs ont montré qu'il existe parfois des ouvrières qui essaient de se reproduire en douce.
Voilà. Donc, ce sont des cancers sociaux. Elles n'ont absolument pas le droit de faire ça, pas plus que les cellules de votre bras, et elles cherchent à le faire. Et alors, ce qui est très remarquable, c'est qu'au même titre que nous avons sélectionné des défenses avec le système immunitaire qui va traquer les cellules cancéreuses, partout dans notre corps, eh bien, il y a des fourmis qui sont spécialisées dans la recherche et l'élimination des fourmis ouvrières qui essaient de se reproduire en douce. Donc, concrètement, ils les tuent ou alors ils mangent les œufs, tout simplement pour éliminer ces cancers sociaux. Voilà, donc la tricherie existe dans tout système collectif, tout simplement parce que le tricheur qui ne se fait pas prendre profite des bénéfices générés par le collectif, plus le bénéfice de sa tricherie. Donc ça existe bien sûr partout, dans tout système collectif, y compris les sociétés humaines. Tout le monde est ravi d'avoir une école de la République, un système de santé, etc. N'empêche que si on a une petite somme d'argent liquide, on ne va pas harceler le fisc pour absolument être imposé dessus. Voilà, donc la redevance télé, si on ne vous la demande pas, enfin bon, voilà. Donc ça existe à tous les niveaux. Alors, au même titre que il y a des petits tricheurs, il y a aussi des grands tricheurs, avec les groupes mafieux, etc. Donc, on a exactement la même chose. Et c'est donc la tentation de la tricherie dans tout système collectif. Donc, une tension permanente entre les avantages de l'individu et les avantages du collectif. Alors, je vous l'ai dit, le cancer est une maladie qui est ancestrale. C'est apparu il y a plus d'un demi-milliard d'années, comme je vous l'ai dit, mais paradoxalement, c'est une nouvelle histoire à chaque fois. Tout simplement parce que dans l'immense majorité des cas, pas toujours, on va le voir tout à l'heure, mais dans l'immense majorité des cas, le cancer n'est pas transmis entre les individus, il n'est pas transmis entre les générations, il n'évolue pas depuis des millions d'années. À chaque fois qu'un cancer démarre chez quelqu'un, tout le produit génétique créé par le processus cancéreux va disparaître lorsque l'individu meurt du cancer ou d'autre chose. Donc c'est une nouvelle histoire à chaque fois, et du coup c'est extrêmement intriguant pour les biologistes d'essayer de comprendre comment, en seulement quelques années, quelques dizaines d'années au maximum, on peut évoluer d'une cellule isolée, d'une seule cellule qui déraille, à un système coopératif complexe, un écosystème dans l'écosystème, avec de fortes similarités entre les organes, entre les individus, entre les espèces, alors qu'il n'y a pas de feuille de route. Autant un nouveau-né, qui est le fruit de 9 mois de développement, à partir d'un œuf, il y avait une feuille de route sélectionnée pendant des millions d'années qui conduit à ce qu'effectivement, en 9 mois, on a un très joli bébé. Là, il n'y a pas de programme cancéreux qui soit a priori inscrit dans la cellule. C'est une nouvelle histoire à chaque fois, et pourtant, on arrive à chaque fois au même résultat. Donc là, il y a quand même une intrigue importante pour les scientifiques. Alors, la première explication à ce processus, c'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. C'est-à-dire qu'en fait, il faut admettre que seules les cellules cancéreuses qui finalement arrivent à se débrouiller comme ça, à fabriquer une tumeur solide, arrivent à perdurer par rapport à l'adversité du milieu dans lequel elle est, puisqu'évidemment, elle n'est pas la bienvenue, la tumeur, dans notre corps. On a l'état de défense contre elle. Et donc, en fait, on a finalement quelque chose comme ceci qu'on a publié il y a quelques mois, une cellule cancéreuse qui apparaît, qui va commencer à se structurer. Il y a plein de combinaisons qui vont absolument pas marcher. Et puis, par chance, il y a des combinaisons qui vont marcher, ou plutôt par malchance, je devrais dire, puisqu'il s'agit de la progression cancéreuse. Et puis, à chaque étape, et donc, en fait, au final, on a plein de cancers possibles, il y en a plein qui n'évoluent absolument pas, il y en a qui vont rester pendant 15 ans, 20 ans dans votre corps. Si c'est eux qui devaient vous tuer, ils vous tueraient à 400 ans. Et puis, hélas, il y a des cancers qui arrivent à franchir toutes les étapes petit à petit, et donc forcément, ils se ressemblent un petit peu tous à la fin, parce qu'il n'y a pas 10 000 combinaisons qui permettent d'échapper à toutes nos défenses. Et puis la deuxième grande hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse atavique du cancer, qui propose que le cancer correspondrait à la réactivation de programmes génétiques ancestraux sélectionnés pendant le précambrien. Alors d'ailleurs, c'est pas très compliqué. À cette période de la vie sur Terre, l'essentiel des organismes était unicellulaire. Et donc, pour faire simple, la seule chose qui leur était demandée, c'était de proliférer tant qu'ils pouvaient, souvent dans des conditions adverses. Et toute la multicellularité, comme je disais tout à l'heure, s'est construite à partir de ces organismes unicellulaires. Nos ascendants, c'est eux. Et donc, il ne fait aucun doute que si la sélection naturelle travaillait comme un parfait ingénieur, la sélection naturelle aurait certainement purement et simplement éliminé bon nombre des adaptations de ces organismes-là pour bâtir des organismes multicellulaires efficaces et fonctionnels. Le problème de la sélection naturelle, c'est qu'elle ne travaille pas comme un parfait ingénieur.
Elle travaille comme un bricoleur aveugle, dépourvu de tout sens moral, qui ne fait que optimiser une situation par rapport à l'étape d'avant, mais sans agenda, sans objectif à long terme. C'est pas l'intérêt du cancer de vous tuer, c'est le résultat idiot auquel on arrive parce que la prolifération cellulaire est optimisée petit à petit, mais ce n'est pas son objectif initial. Et donc dans ce cadre-là, eh bien, certaines des adaptations de ces organismes unicellulaires seraient toujours plus ou moins enfouies dans notre ADN, dans nos génomes, et leur réactivation accidentelle conduirait finalement à cette situation ubuesque où des organismes complexes, modernes, avec plusieurs milliards de cellules comme nous, se retrouveraient soudainement en compétition avec des entités vivantes qui disposent d'adaptations du précambrien, ce qui pourrait au passage expliquer pourquoi les cellules cancéreuses sont particulièrement à l'aise dans des environnements acides et anoxiques. L'intérieur d'une tumeur, souvent, c'est assez acide et il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et en fait, c'est des conditions qui étaient extrêmement prévalentes à la période du Cambrien. Alors finalement, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle est la proportion de cancers qui se développerait uniquement grâce à ces programmes ancestraux plus ou moins enfouis par rapport à ceux qui finalement n'en auraient pas besoin, parce que pour qu'il y ait de l'évolution, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la variabilité au départ, de la variabilité héritable. Et hélas, dès qu'on a ça, le processus de sélection naturelle peut s'enclencher et favoriser le cancer. Donc, si ceci vous intéresse, il y a des articles passionnants qui sont sortis dans des très grands journaux ces dernières années, comme PNAS, ou encore nous avons également publié cet article également. Un autre thème qui fascine les biologistes de l'évolution, c'est l'évolution des cancers transmissibles. Donc, vous m'avez bien entendu, transmissibles. Je ne parle pas de cancers qui ont une origine infectieuse. Petite parenthèse, je suis sûr que vous en connaissez. Par exemple, les papillomavirus, responsables, notamment les sous-types 16 et 18, responsables d'un grand nombre de cancers du col de l'utérus. La bactérie, Helicobacter pylori, responsable là encore d'un grand nombre de cancers de l'estomac, ou encore les hépatites B et C, responsables d'un grand nombre de cancers du foie. Donc là, on est bien d'accord, ce qui est contagieux ici, ce n'est pas le cancer. Le cancer n'est pas contagieux. Ce qui est contagieux, c'est le virus ou la bactérie, c'est l'agent infectieux qui fait dérailler les cellules. C'est lui qui est contagieux. Eh bien, figurez-vous qu'il existe certaines situations où c'est le cancer qui est directement transmissible, contagieux, c'est-à-dire que l'agent infectieux, c'est la cellule cancéreuse. Alors, les exemples sont pas très nombreux, même si on pense qu'on les sous-estime, mais ils sont assez spectaculaires. Et un sur lequel je travaille, puisque comme a dit Fabrice tout à l'heure, je dirige également un laboratoire en Australie. Et cet animal, donc le diable de Tasmanie, est un animal tout à fait fascinant, qui vit maintenant uniquement dans le sud de l'Australie, dans la Tasmanie. Donc un animal qui est particulièrement agressif. Donc en fait, pour faire simple, ils se mordent tout le temps. Ils se mordent pour l'accès à la nourriture, ils se mordent pour l'accès aux femelles. Même pendant l'accouplement, ils mordent les femelles. Bon, ils se mordent tout le temps. Et à la faveur de ces morsures, eh bien, ils se transmettent des cellules cancéreuses qui vont littéralement pousser d'un individu à l'autre. Donc un cancer transmissible. Donc quelques petites photos de terrain, puisque je vous dis, je vais régulièrement, donc évidemment moins en ce moment pour là encore les raisons que vous connaissez, mais je me rends régulièrement en Tasmanie, sur le terrain avec mes collègues australiens pour capturer. Donc on met des pièges la nuit, voilà, dans les montagnes avec de la viande. Et puis les diables sont capturés. Donc ensuite ils sont pucés. On arrive à les suivre pendant plusieurs années. Et on a toutes sortes de données sur eux. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo d'un diable de Tasmanie. Alors je pense que je devrais pouvoir l'enclencher. Non, pas comme ça, zut. Attendez. Juste pour vous montrer que c'est un animal qui est... Voilà, un diable de Tasmanie, fraîchement capturé sur le terrain. Ouais, donc une jolie petite bête. Voilà, donc l'image qui suit est un petit peu difficile à regarder puisque ce sont ces fameuses tumeurs faciales. Je préfère prévenir si certaines personnes sont sensibles. Voilà, donc c'est un cancer qui est apparu donc il y a 26 ans seulement. Et donc je vous ai dit, ces animaux se mordent, se transmettent des cellules cancéreuses qui sont invisibles au début, et qui en 6 à 8 mois vont évoluer vers ces tumeurs épouvantables
Vous voyez, souvent, c'est super infecté, il y a des asticots dedans. Enfin, c'est pas joli du tout. Et je vous parle même pas de l'odeur dans les pièges quand on les attrape. Et donc, ce cancer est apparu donc il y a 26 ans et on en est absolument certain parce que les biologistes australiens travaillent sur les diables de Tasmanie depuis bien plus de 26 ans. Et comme vous pouvez le voir, c'est des tumeurs qui sont inratables. Hein. Et donc, ce cancer, depuis 26 ans, a éradiqué 85% de la population de diable de Tasmanie, qui est aujourd'hui une espèce menacée d'extinction à cause d'un cancer transmissible. Un autre cas concerne un cancer sexuellement transmis chez les chiens, qui est apparu entre 6 000 et 10 000 ans, d'après les scientifiques. Donc là, si ces travaux vous intéressent, il y a des publications fantastiques qui sont sorties par le groupe d'Elizabeth Murchison à Cambridge, donc récemment dans les revues Science, Nature et eLife. Et plus récemment a été découvert une leucémie contagieuse chez les bivalves. Donc ces premiers travaux ont été faits en Amérique du Nord, aux États-Unis, Canada. Maintenant, on sait que cette leucémie contagieuse, il y en a un petit peu dans le bassin d'Arcachon également. Il y en a également au Japon. Et alors, ce qui est absolument frappant avec cette leucémie contagieuse, c'est que les cellules cancéreuses sont capables de survivre dans l'eau de mer. Exactement comme les stades infectants d'un parasite. Hein. Et puis, ce qui est frappant aussi, c'est qu'elles sont capables de passer la barrière des espèces, capables d'infecter 4 à 5 espèces de bivalves, alors que les amateurs de fruits de mer, comme moi, se rassurent, ça passe pas sur l'homme, vous pouvez manger sans problème des coquillages crus. Et donc voilà, une leucémie directement transmissible chez les bivalves. Alors évidemment, pour les biologistes de l'évolution, ce qui nous intéresse, avec ma collègue australienne, c'est de comprendre quel est l'orage parfait, ce qu'on appelle le perfect storm, hein, qui permet d'expliquer comment, pourquoi, quand une maladie qui normalement n'est pas contagieuse, comme le cancer, va soudainement basculer dans la contagion. Quelles sont les conditions entre une espèce donnée et un cancer donné qui fait qu'une maladie qui n'est pas contagieuse va soudainement se mettre à se transmettre, ce qui est finalement une sorte de métastase entre individus. Mais une fois que le processus est enclenché, c'est rien d'autre qu'une nouvelle forme de vie qui a été créée par le processus cancéreux. Donc une vie parasitaire qui va ensuite avoir sa propre évolution au cours du temps. Donc 26 ans pour les diables de Tasmanie, 10 000 ans pour ce cancer sexuellement transmis chez les chiens. Et puis certainement qu'il y a plein d'autres cancers à découvrir. C'est en tout cas ce que montrent nos modèles mathématiques avec notre étudiant en postdoc, Antoine Dujon, en Australie. On a récemment fait des modélisations pour essayer de comprendre combien de cancers transmissibles on rate encore. Donc pour la petite histoire, c'est un garçon qui est extrêmement créatif et qui a appliqué l'équation de Drake. Donc l'équation de Drake, c'est une équation qui a été mise en place par les physiciens dans les années 70 pour essayer de prédire combien il pourrait y avoir de civilisations intelligentes dans la Voie lactée. Voilà, donc c'est une modélisation avec des systèmes emboîtés. Je vous passe les détails. Et il a appliqué cette équation et il l'a appliquée au cas du cancer transmissible. Et donc on a évidemment des conclusions qui nous amènent à penser que plus on va chercher, plus on va trouver des nouveaux exemples de cancers directement transmissibles dans le monde vivant. Alors, quand toutes les conditions sont réunies, ce qui, hélas, est le cas pour les diables de Tasmanie, on pourra en rediscuter si vous voulez, eh bien, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas un cancer transmissible, mais hélas, 2 qui sont apparus en seulement 26 ans. Donc, le premier est apparu au nord-est de la Tasmanie, et puis, donc, il y a 26 ans, il a commencé à diffuser par la suite, hein, donc maintenant il est partout. Et en fait, les diables qui vivent dans la zone où le cancer est apparu sont maintenant résistants. C'est-à-dire que là encore, la sélection naturelle, après 85% d'éradication de la population, a favorisé les individus qui étaient capables de contrôler le cancer, de l'éradiquer. Donc on le sait comment ? Tout simplement parce qu'on capture des diables qui ont une tumeur. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient pucés. Et quand on les recapture 6 mois ou 1 an après, il n'y a même plus de cicatrices. Ils ont complètement géré et éliminé leurs problèmes cancéreux. Il a quand même fallu 26 ans et 85% de la population qui a été éteint. Alors, ce qui est remarquable, hélas, pour eux, c'est qu'il y a ce deuxième cancer qui est apparu il y a 6 ans, qui est en train de prendre exactement la même voie que le premier. Donc, on est extrêmement inquiet en termes de biologie de la conservation, puisque si ce deuxième cancer a le même impact sur les diables de Tasmanie, c'est une espèce qui risque peut-être de disparaître du fait de ce cancer. Donc, il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle pour essayer de savoir si c'est
la bonne solution de rien faire et de compter sur le fait que la sélection naturelle va permettre aux diables de trouver eux-mêmes la solution, ou s'il faut travailler sur des vaccins, est-ce qu'il faut isoler des individus sur les îles autour. Il y a beaucoup de débats scientifiques autour de cette question de conservation. J'insiste aussi sur le fait que ce deuxième cancer, en fait, est complètement indépendant du premier. C'est vraiment une espèce qui est, hélas, très vulnérable à l'émergence de cancers transmissibles. Donc là encore, si ces travaux vous intéressent, donc Rodrigo Amédée, qui est donc membre du laboratoire international que je dirige en Australie, a publié des articles fascinants ces derniers mois, donc dans Science et dans PLOS Biology. Voilà. Alors, les biologistes de l'évolution s'intéressent également à l'évolution de la vulnérabilité différentielle des espèces au cancer. Là encore, c'est bien connu que toutes les espèces animales ne sont pas identiques par rapport aux risques cancéreux. Et l'ensemble de cette recherche s'articule autour de ce que l'on appelle le paradoxe de Peto. Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple. L'idée de base consiste à dire que si un cancer est avant tout initié par une seule cellule qui déraille, eh bien les animaux de grande taille qui vivent longtemps, comme les baleines, devraient être bourrés de cancer par rapport aux animaux de petite taille qui n'ont pas beaucoup de cellules et qui vivent pas tellement longtemps. Et quand on regarde les données, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle c'est un paradoxe. Et l'explication à ce paradoxe, eh bien, c'est là encore l'évolution qui fait que s'il y a des espèces de grande taille et longévives qui ont pu arriver jusqu'à nous, c'est certainement parce que la sélection naturelle a doté ces espèces de solutions pour gérer les problèmes cancéreux. Ça veut donc dire que certaines espèces animales ont des secrets pour gérer les problèmes cancéreux, soit empêcher qu'ils arrivent, soit les gérer, mieux les tolérer, empêcher qu'ils produisent des métastases. Ça veut dire, pour nous, biologistes, que c'est extrêmement intéressant d'aller rechercher dans l'ADN de ces organismes, dans leur physiologie, quelles sont ces solutions naturelles retenues par l'évolution. Donc là, dans les semaines qui viennent, va sortir un article dont nous sommes très fiers, puisqu'il est sous presse dans la revue Nature, qui est une des plus grandes revues de sciences. Donc il y aura des communiqués de presse, donc vous risquez dans les semaines qui viennent d'entendre des choses à la radio, dans les journaux, voilà. Et donc c'est les travaux de notre groupe, voilà. Alors, à côté de la sélection naturelle, on peut également rêver à l'idée de faire de la sélection artificielle, c'est-à-dire sélectionner au laboratoire des individus résistants au cancer. Tout simplement en exposant des populations d'un organisme donné à des quantités élevées de mutagènes, et puis de regarder au cours du temps ce qui va se passer. Alors sans doute qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas réussir à encaisser le choc, si c'est un traitement qui est extrêmement agressif. Voilà. Si par contre on a des populations qui, après avoir diminué en effectif, réaugmente à nouveau, ça veut dire qu'on aura certainement sélectionné des solutions pour gérer les problèmes cancéreux. Donc ça deviendra extrêmement intéressant d'aller rechercher quels sont ces mécanismes que nous aurons fait apparaître au laboratoire pour gérer des problèmes cancéreux. Alors peut-être qu'on va faire apparaître des choses qui existent déjà, qui sont connues. On sait par exemple qu'un des secrets de l'éléphant, qui est de grande taille, en tout cas plus que nous, on conviendrait, eh bien, pour ne pas avoir plus de cancer que nous, on sait aujourd'hui, les chercheurs ont montré qu'il a 20 copies d'un gène suppresseur de tumeur, là où chez nous, humains, il y a seulement une seule copie. Donc c'est un des secrets de l'éléphant. C'est-à-dire que dès qu'il a une cellule qui déraille, avec 20 gènes suppresseurs de tumeur, immédiatement cette cellule s'autodétruit avec une efficacité beaucoup plus forte que chez nous, où il y a cependant un gène suppresseur de tumeur. Mais on peut évidemment, en tout cas moi ça me fait rêver, envisager de sélectionner des solutions qui seraient inédites dans le vivant. Si on utilise des quantités de mutagènes qui sont également inédites et qu'on arrive à faire survivre certains organismes malgré l'exposition à ces conditions extrêmement adverses, on peut rêver à l'idée de faire apparaître des nouvelles solutions qui pourraient, bien sûr, vous l'aurez compris, au final, l'idée c'est d'améliorer les traitements, de donner des nouvelles idées pour améliorer les traitements anti-cancer. Alors bien sûr, ce n'est pas qu'un problème de taille et de longévité, c'est toujours plus complexe qu'on l'imagine. Et ce qui est très important également, c'est le statut écologique d'un animal. Un petit rongeur dans la nature, bien sûr qu'il pourra mourir d'un cancer. Mais en fait, il va mourir d'un cancer seulement s'il ne meurt pas avant d'une autre cause plus probable, telle qu'un prédateur, telle qu'une maladie infectieuse ou un événement climatique extrême. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que même si en théorie, cet animal peut mourir du cancer, ça ne va pas arriver très souvent.
Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la sélection naturelle chez ce genre d'organisme ait mis en place des barrières anti-cancer très fortes, puisque ça ne sert à rien. C'est bien plus intéressant de courir vite pour éviter un prédateur que de résister au cancer lorsqu'on est une petite espèce proie, comme un petit rongeur. Donc il n'y aura pas de défense anti-cancer très forte chez ces organismes. En tout cas, toutes choses étant égales par ailleurs, par rapport à des animaux qui sont ce qu'on appelle des super prédateurs, ou des animaux qui n'ont pas de prédateurs arrivés à un certain âge, où là, cette fois, bien sûr, ce qui va être le caractère différentiel entre les individus, dans le nombre de descendants qu'ils vont laisser, c'est leur capacité à survivre, et donc à résister aux maladies cancéreuses. Donc ça veut dire que ce genre d'organisme, c'est extrêmement prometteur d'aller rechercher les solutions anti-cancer qu'il possède pour pouvoir survivre. Alors, les biologistes de l'évolution apportent également un éclairage extrêmement intéressant sur le timing d'apparition des principaux cancers. On s'aperçoit que la plupart des grands cancers, cancer du sein, cancer colorectal, cancer du poumon, cancer de la prostate, ce sont tous des cancers qui surviennent dans la deuxième partie de la vie. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a des cancers chez les enfants, c'est sûr, c'est vrai. Il y en a de plus en plus, mais aussi dramatiques soient-ils, ils sont relativement rares par rapport au cancer chez les adultes. Le cancer est avant tout une maladie qui, statistiquement, est la plus importante dans la deuxième partie de la vie. Et c'est bien ce qui avait horrifié Charles Darwin lorsqu'il était arrivé à la conclusion que toutes les pathologies qui surviennent après la reproduction, sont évolutivement neutres. C'est-à-dire que si vous avez un cancer à 60 ans, 70 ans, 80 ans, ça risque de ne pas changer grand-chose sur le nombre de descendants que vous avez laissés. Et c'est ça qui compte en monnaie darwinienne, c'est le nombre de descendants, le nombre de gènes que vous transmettez à la génération suivante. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que nous n'avons pas été optimisés pour être très résistants au cancer quand on est relativement vieux. Alors vieux, ça commence même assez tôt, hélas, puisque les hommes préhistoriques ne vivaient pas forcément très vieux. Donc vieux en termes évolutifs, ça peut commencer à 40-50 ans. La plupart du temps, les hommes préhistoriques s'étaient déjà reproduits. Donc c'est un problème donc, de sénescence de nos défenses. Et pas de chance, plus on vit, plus on accumule des mutations dans nos cellules. Ça veut donc dire que le problème devient de plus en plus délicat avec des défenses qui sont de moins en moins performantes. Du coup, au bout d'un moment, le risque de déraillement cellulaire, il augmente. Donc ça, c'est un problème, j'ai envie de dire, bête de sénescence. Et à côté, il y a des processus qui sont un petit peu plus vicieux, dont un au nom barbare de pléiotropie antagoniste. Mais vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. La pléiotropie antagoniste, c'est quand vous avez un gène qui a deux effets. Un effet positif en début de vie et un effet négatif par la suite. Donc deux effets, positifs au début, négatifs ensuite. Si l'effet positif est très fort en début de vie, la sélection naturelle va favoriser ce gène, même si, hélas, il vous confère quelque chose de moins sympathique comme une maladie ou un cancer plus tard dans la vie. Je vous prends un exemple, ça sera beaucoup plus parlant. Chez ce petit poisson, du genre Xiphophorus, qui vit au Mexique, mais vous le trouvez aussi dans les animaleries, ici, eh bien, les mâles souffrent très souvent d'un mélanome, donc un cancer mortel du tégument. Et en fait, ce cancer mortel du tégument est dû à des mutations congénitales, donc qui sont transmises de parents en descendants, et ces mutations qui donnent ce cancer confèrent aussi une très bonne croissance aux poissons en début de vie. Donc, ils sont favorisés par la sélection naturelle. Ces gènes confèrent également une plus forte agressivité aux mâles, donc ils défendent mieux les territoires et les femelles préfèrent ces mâles-là. Si bien que ces mâles, même s'ils vont mourir plus tôt, eh bien, se reproduisent davantage. Et ce qui compte, hélas, en monnaie darwinienne, ce n'est pas la survie, c'est la reproduction. C'est très important, on va y revenir plus loin. Ce qui compte, c'est la reproduction. Donc, il vaut mieux, en termes darwiniens, avoir une vie courte, où on se reproduit beaucoup, qu'une vie longue où on se reproduit moins bien. Voilà. Donc ces mâles, eh bien, du coup, comme c'est une mutation congénitale, qu'est-ce qu'ils font ? Ils transmettent à la génération suivante ces mauvaises mutations qui font que c'est extrêmement difficile dans les populations naturelles d'éliminer ce mélanome qui revient de façon récurrente du fait de cet avantage que ces mutations confèrent également à ces poissons en termes de reproduction. Alors il existe des exemples qui sont
actuellement discuté, à savoir si de tels gènes existent chez notre espèce. Et donc, il y a un débat qui dure depuis plusieurs années avec certains travaux qui suggèrent que ça marche, d'autres critiquent davantage. C'est par rapport au cancer de la prostate, où certains travaux montrent que des excès de testostérone en début de vie, ce qui évidemment par le passé pouvait favoriser la reproduction en augmentant la motivation sexuelle ou en augmentant l'agressivité entre les mâles, donc c'était de nature à favoriser la reproduction, eh bien, peuvent se répercuter par un risque accru de cancer de la prostate dans la deuxième partie de vie. Voilà. Donc des gènes qui pourraient avoir ce double effet favorable à la reproduction en début de vie et négatif par la suite pourraient exister chez notre espèce aussi. Donc c'est pas simplement une bizarrerie de petits poissons, c'est un processus qui peut exister également chez notre espèce. Alors à côté de ces généralités, il y a toujours des exceptions. Et une de taille qui est très amusante, c'est le ratope glabre, qui est un animal totalement résistant au cancer. Vous voyez toutefois qu'il y a un certain prix esthétique à payer pour ça. Voilà, donc le ratope, un animal incroyable. Il est gros comme une souris. Vous voyez, vous pouvez l'avoir dans votre main comme ça. Mais alors qu'une souris va vivre 2 ans, allez, 3 ans grand maximum, le ratope glabre peut vivre jusqu'à 30 ans. Donc c'est un animal qui est souterrain. Il vit en Afrique de l'Est, avec une biologie très particulière, ce qu'on appelle une espèce eusociale, un petit peu comme les fourmis, je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une reine tyrannique qui se reproduit et tous les autres ratopes sont des ouvrières, et donc, enfin des ouvriers et des ouvrières, et donc ils ne se reproduisent pas, ils contribuent. Et donc cet animal, bien sûr, pour pouvoir vivre jusqu'à 30 ans avec une taille comme ça, ce qui est absolument incroyable, est totalement résistant au cancer. Et il y a beaucoup de travaux pour essayer de percer le secret des ratopes. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à lire les travaux passionnants de Vera Gorbunova et son époux, Andrei Selvanov, qui ont publié, là encore, dans les meilleurs journaux au monde sur l'origine de la résistance. Et peut-être qu'un jour, on sera soigné du cancer grâce au secret du ratope. Donc les biologistes de l'évolution s'intéressent également à la vulnérabilité différentielle de nos organes au cancer. Là encore, c'est bien connu, tous nos organes ne sont pas identiques par rapport au risque de cancer. C'est par exemple très classique d'avoir un cancer du sein ou un cancer de la prostate, et beaucoup plus rare d'avoir un cancer du cerveau ou un cancer du pancréas. Alors, il y a tout un débat entre les scientifiques concernant l'importance des facteurs internes ou intrinsèques par rapport aux facteurs extrinsèques. Alors, facteur interne ou intrinsèque, c'est tout simplement, par exemple, le nombre de cellules souches en division. Si vous avez plein de cellules souches en division dans un organe, la probabilité qu'il y ait des erreurs de recopiage de l'ADN est forte. Et pour certains scientifiques, la plupart des cancers viendraient de là. Donc un problème de malchance uniquement. Ça veut dire que, d'après ces scientifiques, si on pousse le raisonnement à l'extrême, vous pouvez fumer, boire, avoir un mode de vie absolument pas bon pour votre ADN, ça ne changera pas grand-chose. La plupart des cancers sont dus à des erreurs de recopiage de l'ADN. Et puis d'autres scientifiques dans ce débat, qui là encore se publient dans les meilleurs journaux, disent « Ah non, absolument pas. Bien sûr que les erreurs de recopiage de l'ADN, ça peut arriver, mais le principal facteur, ce sont les causes externes, donc l'exposition, la pollution par exemple. Notre peau et les poumons sont en première ligne, beaucoup plus que la thyroïde ou le cerveau. Les agents infectieux que je mentionnais tout à l'heure, les hépatites, les papillomavirus, etc., souvent ils ciblent un organe particulier, et c'est dans cet organe-là qu'ils induisent le cancer. Donc ça, c'est une cause externe. Alors, je ne suis pas là pour savoir qui a raison, qui a tort. Certainement qu'il y a des facteurs intrinsèques qui sont importants, des facteurs extrinsèques importants, mais nous pensons également qu'une partie de l'explication réside, là encore, dans des problèmes de biologie évolutive, et c'est une hypothèse que nous avons publiée dans Trends in Cancer, donc il y a quelque temps, et donc en fait qui propose tout simplement que la biologie de l'évolution à doter nos organes de résistance différentielle. Alors comment ça marche ? Tous nos organes dans notre corps d'un multicellulaire sont importants pour le faire fonctionner, mais clairement, certains sont plus importants que d'autres pour vous garder en vie et capable de vous reproduire. Par exemple, vous risquez d'avoir un problème très sérieux si c'est le cœur, le cerveau ou le pancréas qui flanchent, alors que si c'est la vésicule biliaire ou la rate, vous pouvez vous en sortir. De la même façon, certains organes sont de grande taille, 2 copies, et l'évidence montre que finalement certains arrivent à fonctionner pas si mal que ça, même s'il y a une seule copie qui est véritablement fonctionnelle.
Vos organes reproducteurs, ils sont bien sûr indispensables à votre reproduction, mais ils ne sont absolument pas indispensables à votre survie. Les eunuques, par exemple, plus longtemps. Peut-être un peu déprimés, mais en tout cas, ils vivaient plus longtemps. Bon. Et l'hypothèse médicale selon laquelle la sélection naturelle nous a optimisés pour maximiser la santé et la longévité, on a souvent entendu ça par le passé, c'est-à-dire que les premières fois où la médecine s'intéressait aux sciences de l'évolution partait du principe qu'on a été optimisé pour rester en bonne santé. Eh bien, ceci, hélas, est faux. Nous sommes avant tout le résultat de la sélection naturelle et de la sélection sexuelle pour maximiser la propagation des gènes, ce qui n'implique absolument pas de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Souvenez-vous de ce petit poisson, je vous ai parlé tout à l'heure. Il vit moins longtemps que les autres, et pourtant, la sélection naturelle le favorise parce qu'il se reproduit davantage. D'accord ? Donc, on n'est pas ici pour maximiser notre survie, mais notre reproduction. Alors, bien sûr, cette logique-là, qui est la logique de la sélection naturelle, ne correspond pas ou ne correspond plus à ce que nous attendons. A priori, nous sommes plus dans l'attente de vivre le plus longtemps possible en bonne santé plutôt que d'avoir 25 gamins. Mais hélas, nous avons été optimisés sur des temps évolutifs comme toutes les autres espèces animales pour maximiser la reproduction. Donc il y a un décalage entre ce que nous voudrions et ce pourquoi on a été optimisés. C'est pour ça qu'il faut venir compléter la boîte à outils avec la médecine. Donc si on reprend cette histoire d'organes, ça veut dire que tout simplement nos organes n'ont pas été optimisés de la même façon pour résister au cancer. Ceux qui sont les plus importants ont reçu, là encore, toutes choses étant égales par ailleurs, des protections supplémentaires pour éviter les problèmes cancéreux. Et donc, c'est certainement une des parties de l'explication, en tout cas, sur le pourquoi il n'y a pas de cancer du cœur, il y a très peu de cancer du pancréas ou du cerveau, alors que sur d'autres organes, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, il y a plusieurs équipes dans le monde à l'heure actuelle qui travaillent justement pour essayer de comprendre cette vulnérabilité différentielle de nos organes au cancer. Et ce qui est très important, et ce que je vais dire là est vraiment très important, il faut savoir que le monde ne se divise pas en deux, ceux qui ont un cancer et ceux qui n'ont pas de cancer. Nous avons tous des processus cancéreux dans notre corps et plus on vieillit, plus on en a. C'est en tout cas la conclusion très claire à laquelle un nombre croissant d'études arrivent sur des gens qui se sont tués en voiture ou qui sont morts d'autres choses. On s'aperçoit qu'on a tous des processus cancéreux dans le corps et en fait, c'est simplement une toute petite partie. Si on la représentait par cet iceberg, les cancers métastatiques, ceux qui nous empoisonnent la vie, ceux qui nous font mourir, c'est une toute petite partie des processus cancéreux. Et donc, il faut comprendre pourquoi, comment et quand l'ensemble de ces processus cancéreux s'accumulent dans nos organes et pourquoi certains vont se développer en des formes qui sont des tueurs et idéalement de ne soigner que ceci, pour plein de raisons. Pour des raisons économiques déjà, puis retirer une tumeur qui tuerait quelqu'un à l'âge de 300 ans, ça ne sert à rien. Ça va coûter cher et en plus, ça risque de plomber le moral de cette personne-là qui va repartir chez elle en étant persuadée qu'elle avait un cancer. Alors que si ce cancer avait tué cette personne à 300 ans, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Donc il y a plein de choses qui vont changer ensuite dans la vie de cette personne, sa joie de vivre, son sommeil, des choses comme ça. Voilà, donc c'est extrêmement important, c'est pas un discours en l'air, de dire ok, il y a beaucoup de processus cancéreux, on en a conscience maintenant. Donc le vrai challenge, c'est pas de les trouver parce que bientôt on les a même déjà, des outils pour aller déceler des amas de quelques cellules cancéreuses. C'est absolument pas le problème, on en a tous. Le problème, c'est vraiment de prédire lesquelles vont évoluer vers ces formes qui sont des tueurs et de traiter uniquement celles-ci. Voilà. Donc beaucoup de recherches extrêmement intéressantes sur la vulnérabilité différentielle des organes au cancer qui aboutiront, on peut l'espérer, à mieux traiter l'ensemble des processus cancéreux. Alors, les biologistes de l'évolution qui s'intéressent également au cancer sont fascinés par la comparaison entre la biologie des espèces invasive et le fameux processus métastatique lorsque la maladie se généralise dans le corps. Comme vous le savez, avec la mondialisation des échanges, des marchandises, des gens, et on en a un exemple triste avec la pandémie de Covid-19, eh bien, on sait qu'on a sur la planète, qui est devenue un village, des centaines d'espèces exotiques qui arrivent quasiment chaque jour, partout. Heureusement, dans l'immense majorité des cas, elles n'arrivent pas à installer de population, ces espèces. Mais hélas, lorsqu'elles arrivent à installer des populations, souvent c'est désastreux pour l'écosystème et pour les espèces qui sont déjà résidentes. Et c'est fascinant dans ce contexte de réaliser à quel point il y a une similarité entre la biologie
des invasions biologiques, toutes ces espèces invasives, et le processus métastatique. Donc une analogie, une similarité qui est valable aussi bien au plan qualitatif que quantitatif. On sait par exemple que le processus métastatique est hautement inefficace. Il y a moins de 1% des cellules qui quittent la tumeur primaire qui arrivent à s'installer dans un nouvel organe. Donc vous allez me dire, mais pourtant il y a beaucoup de métastases. Oui, c'est aussi parce que quand il y a une tumeur primaire qui a commencé à diffuser, il y a aussi beaucoup de cellules qui partent, mais c'est seulement moins de 1%. Et donc là, nous avons récemment publié, toujours avec notre postdoc extrêmement créatif d'Australie, Antoine, là, on a modélisé le processus métastatique récemment, et la publication est sortie il y a quelques semaines, et en fait, il y a plusieurs étapes entre le moment où la cellule quitte la tumeur primaire, elle va passer dans le sang, il faut qu'elle ressorte du sang pour aller s'installer. Et en fait, on s'est aperçu dans tous nos modèles qu'il y avait une variable absolument clé à chaque fois. C'est la durée de vie de la cellule lorsqu'elle est en circulation dans le sang. Normalement, elle vit que quelques heures. Mais nos modèles mathématiques montrent que si on arrive à réduire cette espérance de vie, ne serait-ce que de 10 minutes ou de 30 minutes, idéalement, il n'y aurait quasiment plus aucune cellule circulante qui arriverait à s'installer dans un autre organe. Et ça, c'est énorme comme découverte, parce que ça veut dire, par exemple, que, allez, je prends un exemple, arrivé à 50 ans, on pourrait envisager de prendre un médicament qui viendrait tout simplement réduire la durée de vie de toute cellule circulante, potentiellement circulante, et puis sans se poser de questions. Ce qui fait que la pire des nouvelles qu'on pourrait apprendre un jour, c'est bon, vous avez une tumeur, rassurez-vous, il n'y a aucune métastase, mais la tumeur, on va l'enlever, puis après, ça sera réglé. Mais il n'y a aucune métastase. Voilà. Donc ça, c'est vraiment énorme comme découverte. Et donc, et vraiment, nos modèles mathématiques, on les a triturés dans tous les sens, avec toutes les conditions. Et vraiment, cette variable-là, la durée de vie des cellules tumorales circulantes, est vraiment un point clé sur lequel on pourrait jouer. Alors, on peut essayer de réduire leur survie directement, mais on peut diminuer leur survie aussi indirectement en augmentant leur visibilité au système immunitaire. Il y a plein de solutions pour faire en sorte qu'elles pourraient perdre 30 minutes d'espérance de vie, et ça serait énorme pour la santé humaine. Alors, par rapport aux invasions biologiques, j'y reviens. La bonne nouvelle, c'est que les biologistes travaillent, les écologistes en tout cas, travaillent depuis des décennies sur les espèces invasives. Ça veut donc dire qu'il y a tout un cortège de connaissances et de concepts que l'on peut transposer pour améliorer notre compréhension du processus métastatique. Alors bien sûr, il y aura toujours des différences, mais le vrai challenge, c'est pas de trouver des différences, c'est de savoir s'il y a suffisamment de similarités pour que des solutions qui fonctionnent avec les espèces invasives puissent fonctionner avec le processus métastatique pour évidemment l'enrayer, puisque comme je disais au début de cet exposé, souvent c'est lui qui nous tue, c'est le processus de généralisation de la maladie. Alors parmi les biologistes, il y a ce qu'on appelle les phylogénistes, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur les parentés entre espèces. Par exemple, 2 espèces de mésanges, 2 espèces de fauvettes, ou une mésange et une fauvette, sont plus proches entre elles qu'elles ne le sont avec une autruche, par exemple. Et donc les biologistes, avec les similarités au niveau de l'ADN, arrivent à reconstruire cette histoire pour savoir qui est le plus proche de qui. Eh bien, avec les mêmes outils, on peut, quand on va chercher dans une tumeur, avec cette énorme variabilité, savoir qui a métastasé. Si par exemple vous avez un cancer du sein qui a métastasé au cerveau, eh bien on peut, avec ces mêmes outils de phylogénie, comprendre quelle est la partie de la tumeur primaire qui a le plus contribué à ce processus d'invasion. Bien sûr, l'idée étant de revenir ensuite sur ces cellules-là pour comprendre d'où vient leur propension à migrer. Alors, on s'intéresse, nous aussi, beaucoup dans notre équipe aux changements, à la signification des changements phénotypiques. Donc, ça peut être la morphologie, le comportement, l'humeur, etc., chez les individus qui ont un cancer. Alors, c'est bien connu d'une façon générale, quand on est malade, on a souvent un cortège de traits qui sont différents, des symptômes, par rapport à un état normal. Et les scientifiques ont l'habitude de classer ça en 2 grandes catégories, pour faire simple. Soit c'est des adaptations de votre corps,
donc des adaptations de l'hôte. La fièvre, par exemple, typiquement, on le sait aujourd'hui, c'est une adaptation de votre corps pour rendre le milieu inhospitalier aux virus ou aux bactéries qui essaient de s'installer en vous. Dormir également, c'est une adaptation qui permet de renforcer le système immunitaire, puisque vous mettez toute l'énergie peut aller sur le système immunitaire, toutes les autres fonctions étant au repos. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez la grippe, la meilleure des choses à faire, c'est de dormir. Vous allez guérir plus vite si vous dormez. C'est aussi la raison pour laquelle vous tombez plus souvent malade quand vous êtes fatigué. Donc il y a vraiment des liens très forts entre immunité et sommeil. Donc tout ceci, ce sont des adaptations de l'hôte. Et vous pouvez également avoir des adaptations du parasite. Et là, il y a des milliers d'exemples dans la littérature sur le parasitisme, de parasites qui sont capables de manipuler leurs hôtes. Et avant de travailler sur le cancer, donc il y a déjà une dizaine d'années, avant je travaillais sur les parasites manipulateurs de comportement. C'est le décès de ma maman qui m'a amené à transformer mes recherches et à appliquer les sciences de l'évolution pour essayer de comprendre le cancer. Mais avant, je travaillais sur ces parasites capables de manipuler le comportement. Et donc là, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un petit exemple de parasites manipulateurs de comportement. Je vais revenir après sur le cancer, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Donc là, vous avez ici un grillon. Je dirais plutôt que c'est un ver déguisé en grillon parce qu'en fait, il y a un ver énorme à l'intérieur et ce ver finit son cycle dans l'eau et il est capable de manipuler le comportement de cet insecte terrestre pour l'obliger à se suicider en sautant dans l'eau, pour que le ver, donc, qui est en train de téléguider le comportement de l'insecte, puisse rejoindre un habitat qui est favorable à sa reproduction. Alors j'attire votre attention sur le fait que le ver n'est pas dans le tube digestif comme un ténia, il est dans la cavité générale. Il doit donc faire un trou pour sortir et c'est précisément ce qu'il est en train de faire là pour aller, ultime étape de sa vie, faire l'amour, tout de même un peu de poésie. Voilà, donc en fait il y a des milliers d'exemples comme ça dans la littérature sur les parasites et évidemment ce qui nous a intéressés, nous, évidemment, c'est tout de suite il y a des changements de phénotype chez les patients qui ont des tumeurs, donc que ce soit de l'énergie, de l'appétit, sommeil, humeur, libido, etc. Et paradoxalement, personne ne s'est intéressé pour le moment de savoir quelle est la signification de ces changements phénotypiques et à qui ça profite. J'attire aussi votre attention sur le fait que tout ce que l'on connaît sur ces changements chez les patients cancéreux, c'est une fois que la tumeur a été détectée, c'est là où on commence à s'intéresser à cette personne. Alors que souvent, quand on trouve une tumeur chez quelqu'un, la tumeur est là depuis 5, 10 ou même 15 ans. Et donc, évidemment, toute cette partie-là, on ne sait absolument pas quel était le phénotype de cette personne-là. Est-ce qu'elle dormait bien? Est-ce qu'elle avait une appétence particulière pour le sucre ou des choses comme ça? On n'en sait rien. Et donc, pour le savoir, ce qu'on fait dans mon laboratoire, c'est qu'on utilise des modèles génétiquement modifiés où on est capable d'induire le cancer. Et comme on est capable d'induire le cancer, on sait exactement quand est-ce qu'il apparaît, et donc on peut étudier aussitôt après quels sont les changements de phénotype et à qui ça profite. Donc là, on a une petite mouche qu'on appelle une drosophile, qui est la mouche la plus étudiée par tous les scientifiques du monde. On connaît tout son génome, c'est un vrai Lego, on met les gènes que l'on veut dedans, on en enlève d'autres, et donc du coup on a mis un gène qui lui permettait de développer une tumeur du tube digestif, et puis on a mis même un marqueur fluorescent pour pouvoir suivre la tumeur plus facilement. Donc on a cette mouche-là qui va développer. Donc des recherches qui sont menées avec mon collègue Frédéric Méry du CNRS de Gif-sur-Yvette, qui est également directeur de recherche au CNRS. Et donc comme on a induit le cancer, il suffit d'un tout petit choc thermique pour activer les 2 gènes qui vont conduire à ce cancer. On peut étudier aussitôt après quels sont les changements, et on en a trouvé plusieurs. Donc on s'est aperçu que les mouches n'avaient plus le même sommeil. On s'est aperçu qu'elles préféraient davantage des boissons alcoolisées. Alors il faut dire que la drosophile et l'alcool, c'est une vieille histoire, parce qu'elles adorent les fruits fermentés. Donc voilà. Donc on a trouvé des changements comme ça, et puis on a trouvé également des modifications dans la reproduction. Et là, c'est absolument fascinant. Les femelles qui ont un cancer, comme vous pouvez le voir en rouge là, elles vont mourir plus tôt, mais avant de mourir plus tôt, elles vont investir plus de ressources dans leurs épisodes de reproduction immédiats. Elles vont se presser à se reproduire avant de mourir plus tôt. Elles vont pondre leurs œufs en moyenne 2 jours plus tôt, ce qui est énorme dans la vie d'un insecte. Plus surprenant, chez les mâles, on s'est même aperçu, si j'arrive à le lancer, que les mâles qui ont un cancer, vous les avez ici, quand on les laisse entre mâles dans leur boîte, ils sont tellement excités sexuellement, tellement motivés en tout cas, qu'ils vont même jusqu'à développer des comportements homosexuels avec ces petits trains. Ces petits trains que vous voyez uniquement dans les boîtes de cancéreux.
hein. Donc, je suis absolument pas en train de dire que quand vous avez un cancer, vous devenez homosexuel ou l'inverse, hein. Simplement en train de vous dire, d'ailleurs, si vous leur donnez des femelles, ils vont préférer des femelles, hein, bien sûr. Mais bon, en absence de femelles, bon, bah, voilà, on se débrouille comme on peut. Voilà. Donc, on était très surpris de voir ça. Voilà. Imaginez notre tête quand on a vu ça. Voilà. Et un autre travail dont on est très fier, puisqu'on l'a publié il y a 2 ans, 3 ans dans Nature Communication. Donc, on s'intéressait à l'influence de l'environnement social sur la croissance du cancer. Alors, vous allez voir, c'est fascinant, et donc on fait la même chose à l'heure actuelle avec des oncologues spécialistes du cancer du sein. Commençons par les mouches. La psychologie est plus simple que les humains. Donc, une mouche qui a un cancer, si vous la laissez toute seule dans son tube, hein, le cancer va progresser très vite. Hein, on le voit là, c'est fulgurant, il va progresser très vite. Et en fait, cette petite mouche est un insecte grégaire, il vit en groupe. Donc quand vous le mettez tout seul, c'est un stress, et les conséquences de ce stress, c'est une moins bonne capacité à contrôler la progression de la maladie. C'est la raison pour laquelle le cancer va très vite. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fonction du statut de santé des mouches qu'on va rajouter à celle-ci, eh bien, on n'a pas du tout la même réponse sur la vitesse du cancer. Si on met des individus cancéreux avec ce cancéreux, le cancer de celui-ci va progresser, mais pas très vite. Alors que si on lui met des individus sains autour, le cancer va progresser très vite, exactement, en tout cas ce n'est pas statistiquement significatif, comme quand la mouche est toute seule. Alors ça nous a évidemment beaucoup intrigué, ce résultat. Donc on a tout filmé, fait des calculs de distance, etc. Je vous passe les détails complexes de l'analyse. Mais la conclusion à laquelle on arrive, eh bien, c'est que l'individu cancéreux, lorsqu'il est avec des sains, est isolé socialement. Hein. Pour faire simple, même s'il est avec les autres, il est tout seul. Hein, la raison pour laquelle la maladie va progresser très vite. Donc on s'en aperçoit, les distances moyennes sont toujours plus grandes que quand il est avec d'autres individus qui sont malades, et donc il est tout seul, il est isolé socialement. Donc on s'est posé la question de savoir si la mouche qui était malade était capable du coup de préférer le groupe où la maladie progresserait le moins vite possible, c'est-à-dire avec le cancéreux. Hein. Et c'est exactement ce qui se passe, tout au moins au début de la maladie. Lorsqu'il y a encore quelque chose à faire en termes darwiniens, c'est-à-dire se reproduire avant de mourir le plus vite possible, eh bien, la mouche va préférer l'option où la maladie va pousser à l'intérieur tout doucement. Plus tard, hélas, lorsque la maladie est très avancée, la mouche ne présente plus aucune préférence. Alors du coup, on a regardé évidemment les mouches saines, et là on était surpris. Les mouches saines, au tout début de la maladie, elles n'arrivent pas à détecter qu'elles sont malades. Donc, elles vont n'importe où. Par contre, clairement, effectivement, lorsqu'il devient évident, pour des raisons externes, que la mouche est malade, clairement, elle préfère éviter ce groupe. Alors, ça nous a surpris parce qu'on n'est pas du tout dans un cas de cancer transmissible, comme je vous en ai présenté tout à l'heure. Donc, on se dit, mais pourquoi, en fait, elles évitent le groupe? Qu'est-ce que ça peut leur faire, en fait, d'être à côté de... Donc, en fait, dans la nature, ce qui doit se passer, c'est que c'est jamais bon d'être à côté d'un individu malade parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a. Si c'est un cancer qui est non transmissible, j'ai envie de dire, il n'y a pas de danger, et encore, il ne faudrait pas que ça attire les prédateurs. Hein. Mais si c'est une maladie infectieuse, on risque d'être infecté. Souvent, le cancer n'est pas transmissible, mais il vient avec une immunosuppression qui fait qu'on est plus fragile par rapport à des maladies infectieuses. Voilà. Et donc, on pense que c'est la raison pour laquelle, même si le cancer n'est pas directement un problème, pour les mouches saines, elles préfèrent toutefois éviter les individus qui sont malades. Donc tout ceci, c'est au laboratoire, et donc on s'intéresse également à un autre thème là, qui est la dépendance évolutive au cancer. Donc qu'est-ce que c'est que la dépendance évolutive? C'est un processus qui se met en place au cours du temps, lorsque deux espèces interagissent ensemble pendant des millions d'années, hein, elles deviennent finalement complètement prisonnières l'un de l'autre. Alors, il y a des exemples fantastiques avec les symbioses mutualistes, mais j'attire aussi votre attention sur le fait qu'on peut avoir la mise en place d'une dépendance évolutive même lorsque les deux protagonistes ont des intérêts divergents. Et il y a un exemple qui m'a toujours amusé, c'est au sein des interactions plantes herbivores en Afrique. Eh bien, il y a certaines plantes qui vont attendre que les gnous et terminer leur migration pour faire leurs graines. Ce qui est effectivement une très bonne idée, puisqu'autrement les graines vont finir dans le tube digestif d'un gnou. Et donc c'est l'épisode d'herbivorie qui indique à la plante, en quelque sorte, c'est bon, ils sont passés,
Tu peux faire tes graines. Eh bien, dans les zones d'Afrique où les gnous ont changé leur voie migratoire en raison du changement climatique, eh bien, on se retrouve avec des plantes qui attendent bêtement un épisode d'herbivorie qui n'arrive pas. Et du coup, elles font plus de graines. Voilà. Et donc, l'espèce est en train de se casser la figure au niveau des effectifs. Donc, elles sont devenues dépendantes de leur herbivore. On a également la dépendance évolutive avec les agents infectieux et notre espèce est particulièrement concernée par cette dépendance évolutive, puisque dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a sans doute aucune période dans laquelle nous n'avons pas été fortement soumis à des agressions infectieuses, des virus, des parasites, des bactéries, des champignons. Et récemment, ces contacts se sont arrêtés dans plein de pays, très récemment, principalement les pays riches, notamment du fait d'une meilleure hygiène, d'une transformation d'habitat, d'antibiotiques, de vaccins. Et tout laisse penser aujourd'hui que notre système immunitaire qui a évolué pendant des millions d'années pour gérer au quotidien des problèmes infectieux se retrouve mal adapté à ce chômage technique et du coup s'attaque à toutes sortes de cibles qu'il ne devrait pas attaquer normalement. Et donc, on a des résultats extrêmement intéressants dans la littérature qui montrent qu'au fur et à mesure que l'on a éradiqué plusieurs maladies infectieuses, eh bien, on a une recrudescence de maladies auto-immunes et d'allergies qui sont dues, en fait, quelque part à l'emballement de notre système immunitaire qui se retrouve contraint, qui n'a plus rien sous la dent. Et les exemples les plus spectaculaires sont notamment avec les helminthes, donc les vers, qui ont quasiment tous disparu. Quand j'étais enfant, on avait tous des oxyures. Je revois toujours ma vieille grand-mère dire « il est énervé, il doit avoir des vers ». Heureusement qu'ils ne m'ont pas mis en permanence sous vermifuge, j'étais simplement hyperactif. Et donc, du coup, les helminthes ont été absolument éradiqués. Et donc, il est intéressant dans ce contexte-là de s'apercevoir que certaines publications montrent qu'on peut réduire les effets, les symptômes de la maladie de Crohn en simulant une infection. C'est-à-dire qu'on va donner des œufs de parasites de porc aux patients. Alors bien sûr, le patient ne va pas être infecté parce que c'est des parasites qui sont spécifiques au porc, mais cette simulation d'infection va venir rétablir un certain équilibre qui avait été perdu, et donc la personne va mieux. Voilà. Et donc moi, je serais très tenté pour essayer l'expérience, puisque c'est vrai que dans un passé évolutif, on avait tous des infections par des helminthes et qu'aujourd'hui, on n'en a plus. Et je pense que ça peut faire que du bien. Donc en tout cas, moi, j'aimerais bien essayer si ma compagne est d'accord. On pourrait peut-être essayer sur ta maman, peut-être. Donc, ce qui nous intéresse évidemment ici aujourd'hui, c'est la dépendance évolutive au cancer. Est-ce que nous avons une dépendance évolutive aux cellules cancéreuses? Est-ce que ce même processus de dépendance s'est mis en place? Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on essaie de mettre au point des traitements, même des vaccins anti-cancer qui pourraient éradiquer les lésions précancéreuses dès qu'elles apparaissent. En fait, oui, probablement, il y a une dépendance évolutive au cancer qui est là puisque tous les ingrédients sont réunis. Le cancer est apparu il y a très longtemps dans l'histoire de la vie. Il a un mode de vie clairement parasitaire. On a même vu tout à l'heure que certains étaient capables de se transmettre comme des vrais parasites. Et puis, il a sélectionné de nombreuses adaptations anti-cancer. Et qu'est-ce que vont devenir ces adaptations anti-cancer si un jour il n'y a plus de cancer? Eh bien, personne ne le sait aujourd'hui. Et ça risque de pas arriver pour l'ensemble de la faune sauvage, mais il y a une seule espèce pour qui ça risque d'arriver prochainement. C'est notre espèce, l'espèce humaine. Puisque, comme je vous disais, il y a des projets extrêmement prometteurs d'éradication des processus cancéreux, puisque finalement, un vaccin, c'est rien d'autre que de mettre un drapeau sur une cible et d'éduquer le système immunitaire à dire c'est cette cible-là qu'il faut que tu détruises. Et quand on arrivera à faire ça avec les lésions précancéreuses, on peut penser qu'on sera débarrassé du cancer, mais on n'a peut-être pas forcément pensé aux dégâts collatéraux que ceci va faire. Si on a un système immunitaire qui travaille en permanence, qu'on n'a pas de cancer, mais qu'on dort 22 heures sur 24, par exemple, ça risque de générer d'autres soucis. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Bien entendu qu'il faut le faire. Il faut toujours aller de l'avant, mais il ne faut pas s'imaginer que ce sera sans dégâts collatéraux. Et ça sera évidemment l'objet de nouvelles recherches qui viendront affiner l'efficacité de ces traitements. Alors, pour vous montrer qu'une dépendance évolutive au cancer, ça peut se mettre en place assez rapidement, si on revient sur les diables de Tasmanie, vous vous souvenez, je vous dis qu'il est apparu il y a 26 ans, ce cancer. Eh bien, en 26 ans d'éradication de cette population, la sélection naturelle a été suffisamment forte pour sélectionner des diables qui se reproduisent plus tôt maintenant. Ils ont leur maturité sexuelle à 1 an. Tout simplement parce qu'avant, dans la population, il y avait une variabilité.
de 1 à 4 ans, et puis tous ceux qui se reproduisaient à 4 ans, en fait, ils étaient morts avant de se reproduire parce qu'ils s'étaient mordus, ils s'étaient transmis la maladie et ils n'ont pas eu l'occasion de se reproduire. Donc seuls ceux qui avaient une maturité sexuelle précoce à 1 an ont transmis leur gène à la génération suivante, et comme le caractère est héritable, eh bien, la population s'est mise à développer cette adaptation qui semble effectivement la très bonne solution là où le cancer est présent, puisque tous les autres meurent sans se reproduire. Le problème, c'est que ces diables, qui sont matures sexuellement à 1 an, ne peuvent plus revenir dans les zones où la maladie a disparu, parce que c'est une adaptation qui n'est pas si bonne que ça. Les individus sont tout petits, ils délivrent des soins parentaux qui sont de moins bonne qualité, et donc du coup, ils sont déjà adaptés aux zones où le cancer est présent, mais ils ne sont plus adaptés, enfin, leurs caractéristiques ne leur permettent plus d'être les meilleurs là où le cancer a disparu. Donc déjà, ils sont devenus dépendants évolutivement au cancer. Donc en seulement 26 ans, vous voyez. Donc c'est pour vous dire à quel point ça peut évoluer rapidement. Alors, je vais en arriver maintenant au problème des écosystèmes, puisqu'en fait, on a souvent tendance à penser que le cancer, c'est un problème pour l'homme, les animaux domestiques, mais en fait, ça concerne l'ensemble des organismes qui ont plus de 2 cellules, et Dieu sait s'il y en a dans le monde vivant. Et aujourd'hui, avec les pollutions d'origine humaine, quasiment tous les écosystèmes de la planète, en particulier les écosystèmes aquatiques, sont concernés par des problèmes de cancer, et c'est pas si simple que ça. On peut pas dire bon ben voilà, les animaux qui ont le cancer vont mourir et tout. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc en fait, le cancer est apparu il y a longtemps, plus d'1 milliard d'années. C'est pas un processus qui va vous tuer radicalement, c'est progressif. Et donc dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cancer va diminuer progressivement les capacités compétitrices des espèces, leur susceptibilité aux pathogènes, leur vulnérabilité aux prédateurs, ou encore leur capacité à disperser. Et ça, ce sont des variables qui sont extrêmement importantes en écologie. Quand vous êtes un chercheur en écologie, que vous voulez comprendre les règles qui régissent le fonctionnement des écosystèmes, vous avez ici un cocktail d'effets qui sont majeurs, et pourtant, à l'heure actuelle, eh bien, ça n'a jamais été considéré, tout simplement parce que la recherche est complètement compartimentée depuis le début. Le cancer, c'est pour les oncologues, les parasites, c'est pour les parasitologues, et les écologistes s'intéressent à autre chose. Et donc, en fait, c'est évidemment une erreur qu'aujourd'hui, au moins le monde scientifique en est complètement conscient, on doit intégrer. Et évidemment, les processus cancéreux sont extrêmement importants à considérer. Pour le moment, on s'est juste intéressé à ceux qui avaient des manifestations externes, qui pour plein de raisons ne sont pas forcément les plus faciles à observer. Souvent aussi, les individus qui, d'après certains scientifiques, développeraient soudainement un cancer disparaissent si vite qu'ils n'ont aucune chance de jouer un rôle écologique. Ceci est complètement faux, c'est une vision naïve. Et les travaux des scientifiques à l'heure actuelle montrent que c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut avoir des cancers qui ont des manifestations externes, mais souvent c'est la toute petite partie émergée de l'iceberg, et c'est pas forcément le plus important d'un point de vue écologique. Si vous voyez par exemple une hirondelle se faire manger par un faucon, un écologiste classique va dire « Ah, voilà un événement de prédation ». Le parasitologue à côté va lui dire « Sans doute, celui-ci était infecté ». Mais personne s'est intéressé à la dynamique des processus cancéreux qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Et même quand il n'y a pas de cancer, on ne peut pas ignorer le cancer parce que ce n'est pas gratuit de faire fonctionner nos défenses anti-cancer. Avec tous les candidats qui démarrent chaque jour, les stopper, ça coûte de l'énergie. Et donc, quand un individu n'a pas de cancer, soit c'est parce qu'il ne génère pas de processus cancéreux, soit c'est parce qu'il génère des processus cancéreux qu'il arrive à tous éradiquer. Au final, ça ressemble à la même chose, mais le bilan énergétique, il n'est pas du tout le même pour le deuxième qui a dépensé toute son énergie dans des défenses, ce qui peut expliquer la variabilité entre individus sur le temps de sommeil, sur des tas de choses comme ça, qui caractérisent la biologie des organismes. Évidemment, il y a plein de compromis, toute l'énergie qui est dépensée dans la lutte anti-cancer au quotidien, et autant d'énergie qui n'est plus disponible pour des fonctions essentielles. Et là, je pense qu'il faut être tout simplement humble et honnête, on n'a aucune idée. Pour la plupart des espèces, la plupart des organes et la plupart des cancers, on n'a aucune idée de comment ça se passe. Et donc, il y a un champ formidable de recherche devant nous pour essayer de comprendre comment fonctionnent les processus cancéreux dans la nature. Alors, c'est un travail qui est colossal, bien sûr, mais ce n'est pas la complexité qui doit décider si un processus biologique est pertinent ou pas. Pour les scientifiques que nous sommes, le vrai challenge, c'est de mettre au point les outils qui sont adaptés pour aller rechercher la vérité et comprendre ce qui se passe. Donc c'est amusant de constater qu'on avait le même problème avec les parasites.
Il y a quelques années, comme je disais tout à l'heure, les parasitologues disaient oh, ben ça ne nous regarde pas, c'est pour voilà. Et à partir du moment où on a commencé à étudier les parasites avec les bons outils, on s'est aperçu que c'est impossible d'omettre les parasites pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Ils régulent les populations, les processus de sélection sexuelle, les traits d'histoire de vie, etc. Eh bien, je pense que nous avons exactement la même chose avec les processus cancéreux à l'heure actuelle et nous sommes en train de développer des outils actuellement pour essayer d'aller rechercher l'information cancéreuse dans le compartiment animal pour comprendre comment ça fonctionne. Et une fois qu'on aura cette information, eh bien, on pourra développer toutes sortes de recherches sur le rôle de ce compartiment invisible, a priori, qui sont les cellules cancéreuses, sur la façon dont fonctionne le vivant, la prédation, le parasitisme. Et évidemment, dans les écosystèmes modifiés, exacerbés par les pollutions, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc un petit peu de concret pour vous montrer que c'est très intéressant. Donc ça, c'est ma thésarde à l'heure actuelle, Justine Boutry. Et on vient juste de publier un article fascinant utilisant donc ces petits cnidaires, qui sont donc des hydres, un petit peu comme des petites anémones de mer, mais qui vivent en eau douce et qui développent un cancer. Donc c'est une équipe allemande du Max Planck Institute en Allemagne qui a découvert il y a quelques années, ça leur a valu un papier dans Nature, un cancer chez ces hydres. Alors ce qui est très surprenant, c'est que c'est un cancer en plus qui est manipulateur, qui fait pousser des tentacules à l'hydre et qui va lui permettre de davantage s'alimenter. Elle capture plus de proies. Donc nous, on s'est dit, mais bon sang, hein, une hydre cancéreuse et une hydre saine, on les reconnaît, hein, même à l'œil, il n'y a pas besoin d'un microscope. Donc on peut vraiment dire qu'elle passe d'un état A à un état B, et sans doute que cet état B les implique dans des nouvelles interactions avec les autres espèces de l'écosystème. Donc on a voulu tester ceci dans mon laboratoire. Donc on a pris des hydres, on a regardé si elles mangeaient plus, on a regardé s'ils étaient davantage colonisés par des parasites dessus et si elles se faisaient elles-mêmes manger. Et voilà ce qu'on a obtenu. Ça, c'est donc une hydre en train de manger. Alors, c'est des petits crustacés, des artémies qu'on met dans l'eau. Et sans surprise, parce qu'elles, fallait-il le montrer, mais comme elles ont davantage de tentacules, on s'aperçoit qu'elles mangent beaucoup plus que les hydres normales. Les ciliés, donc ces petits parasites qui vivent à leur surface, vous les avez ici, là, je pense que je devrais pouvoir les faire bouger à l'animation. Ah, je vais y arriver. Voilà. Elles ont en permanence ces petits parasites qui vivent à leur surface, hein, des ciliés. Et donc, on a comparé, on a regardé, on a mis un cilié dans l'eau, lequel ils préféraient et à quelle vitesse ils se divisaient. Là encore, elles ont une dynamique de population qui est bien supérieure sur les cancéreux. On a essayé de regarder si elles étaient elles-mêmes davantage mangées. Donc là, c'est simplement pour vous montrer un petit peu comment on convertit une idée en un protocole. Hein. Donc, on a mis un poisson. On lui a mis une hydre cancéreuse, une hydre saine. Hein, donc ça, c'est tout le dispositif. Tout est filmé. On peut revenir sur tous les résultats par la suite. Donc là, vous avez typiquement, là, vous voyez l'hydre saine, saine qui est ici, et l'hydre tumorale. Hein, je ne sais pas si tout le monde la voit. La saine qui est très fine, là, et la tumorale. Le poisson arrive devant. Donc la tumorale est là, la saine est là. Et bloup, là, il a mangé la tumorale, il reste plus que la saine. Et en fait, ce qu'il vient de faire, c'est ce qu'on a observé en général. Donc, elles sont toutes davantage mangées. Donc, on a un cancer, là, qui a absolument changé les interactions, 3 types d'interactions. Hein. La prédation, le parasitisme et le fait d'être elle-même mangée. Donc là encore, si ceci vous intéresse, on a publié en 2017 cet article dans Nature, Ecology and Evolution sur ce rôle certainement fortement sous-estimé du compartiment cancéreux dans le fonctionnement des écosystèmes. J'en arrive à la dernière partie de cette présentation, qui est peut-être cette partie, celle que vous attendiez en tout cas, c'est de savoir si les sciences de l'écologie et de l'évolution peuvent contribuer à améliorer les thérapies contre le cancer, parce que vous allez me dire, sans doute de façon légitime, c'est très intéressant, les sciences de l'évolution, ça permet de comprendre d'où vient le cancer, pourquoi certaines espèces en ont plein, pourquoi les ratopes en ont pas, etc. Mais in fine, et c'est bien normal, ce que nous souhaitons tous quand nous sommes atteints de cette maladie, c'est d'être soignés. Et donc la question est, est-ce que les sciences de l'écologie et de l'évolution apportent quelque chose de pertinent pour améliorer les thérapies? Et la réponse est oui, et je vais vous prendre quelques exemples maintenant. Donc, je commencerai par vous rappeler la raison principale pour laquelle nous mourons du cancer à l'heure actuelle. C'est que quand on trouve une tumeur, hélas, bien souvent, il y a des variants qui sont résistants à l'intérieur, même lorsque la thérapie n'a pas commencé.
Et donc, si vous appliquez une thérapie très forte, au début, la tumeur va réduire, donc la personne va aller mieux, on se dit super, il faut continuer, c'est en train de marcher. Sauf que ce qui est en train de marcher, c'est aussi le processus de sélection vers la sélection donc, de variants résistants. Et quand on est rendu à cette situation-là, si on n'a pas d'autres outils pour tuer les cellules Bordeaux, eh bien, c'est l'impasse. Donc ça, c'est la principale raison pour laquelle nous mourrons du cancer. Donc nos thérapies permettent de vivre plus longtemps. Mais in fine, on n'a pas réussi, dans beaucoup de cas, à complètement empêcher ce processus de sélection. Et ça vient du fait de cette énorme variabilité qu'il y a à l'intérieur de la tumeur. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plus de variabilité qu'il y en aurait entre tous les hommes de la planète, c'est comme si on mettait toute la planète à moins 40 cette nuit. Il y a certainement un Inuit qui va résister. Voilà, donc c'est un petit peu le même processus. Alors finalement, c'est pas si étonnant que ça, puisque l'homme est un expert dans son art de vouloir tuer tous ses parasites, tous ses ennemis en tout genre. C'est toujours la méthode forte. Un bon ennemi est un ennemi mort, avec des icides en tout genre, des pesticides, des rodenticides, des herbicides, etc. Et on le sait en agronomie, on le sait avec les antibiotiques. Bien souvent, lorsqu'on applique des solutions drastiques, on arrive à la sélection de variants résistants contre lesquels on ne peut plus rien. Et donc les chimiothérapies très fortes, au moins telles qu'elles étaient appliquées autrefois, sont rien d'autre qu'un exemple de plus dans une longue liste de stratégies martiales qui oublient que la sélection naturelle et l'évolution sont parmi les forces les plus puissantes du vivant. Alors, le cancer évolue. C'est un problème puisque c'est la raison pour laquelle il va venir contourner nos défenses naturelles, puis nos thérapies jusqu'à la dernière, et c'est la raison pour laquelle nous mourrons du cancer. Mais pour les biologistes de l'évolution, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, que le cancer évolue, parce que si le cancer évolue, ça veut dire aussi qu'on peut apprendre en théorie à guider son évolution pour l'amener là où justement son impact sera minimal sur la qualité de la vie. Et la bonne nouvelle par rapport à cette perspective, c'est que le cancer, comme toute entité vivante, est régi par la sélection naturelle qui, comme je le disais, n'a pas d'objectif à long terme, n'a pas d'agenda. Le cancer n'a pas calculé son coût pour vous tuer. C'est le résultat, comme je l'ai dit tout à l'heure, idiot d'un processus d'optimisation de proche en proche qui arrive à cette triste conclusion. Mais il n'y a pas de coût monté à l'avance. Alors que, évidemment, nous, avec notre intelligence, notre détermination, nos modèles mathématiques, notre stratégie, on peut mettre en place des stratégies qui vont consister à dérouter le cancer pour l'amener, si on ne peut pas l'éradiquer, tout au moins à un état où il ne sera pas nuisible sur la qualité de la vie. Alors jusqu'à présent, une bonne thérapie contre le cancer, c'est une thérapie qui tue le maximum de cellules cancéreuses sans tuer le patient. Et on regarde finalement après quel est l'effet à long terme. C'est un petit peu surprenant parce que ça devrait être le premier des critères. Et il n'y a pas une corrélation systématique entre le nombre de cellules cancéreuses que vous allez tuer et le résultat sur la survie. Il peut y en avoir une, mais elle n'est pas systématique. Et la meilleure des démonstrations a été apportée par le professeur Gatenby, basé en Floride. Donc nous sommes très heureux et fiers puisqu'il rejoint également notre laboratoire international avec les Australiens à l'heure actuelle. Donc qui a mis en place ce qu'il a appelé la thérapie adaptative. Donc comment ça marche ? C'est pas très compliqué en fait. Donc ça c'est une tumeur avec des variants sensibles à la thérapie dedans, donc des cellules que vous pouvez tuer par les drogues, et puis des cellules résistantes. Donc quand vous avez une situation comme celle-ci et vous appliquez la dose maximale tolérée, eh bien vous allez tuer toutes les sensibles. Et les résistantes, elles vont gagner 2 fois. D'abord parce qu'elles ne sont pas tuées, et ensuite parce qu'elles n'ont plus aucun compétiteur. Et donc c'est évidemment la situation cauchemardesque qu'il faut à tout prix éviter. Donc ce que fait le professeur Gatenby, au lieu d'appliquer la dose maximale tolérée, il va donner des chimiothérapies légères et régulières, ajustées à la progression de la tumeur. Si la tumeur grossit, il va donner un petit coup de chimio, il va venir tuer seulement une partie des sensibles. Et en fait, il va maintenir la compétition entre les résistantes et les sensibles. Quand on ne peut plus tuer un ennemi, on peut l'affaiblir si on lui laisse des compétiteurs. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc en fait, avec ce genre de changement de paradigme qui consiste... Alors, dans son cas, c'est assez simple parce qu'il travaille avec le cancer de la prostate et il a un marqueur très précis qui est la quantité de PSA. Donc du coup, il sait exactement, quand la PSA augmente, il sait que c'est le moment d'aller raboter un petit peu
et quand ça diminue, il arrête pour ne surtout pas sélectionner de variants résistants. Donc il a commencé sa démonstration avec des modèles mathématiques, puisqu'en plus d'être oncologue, mathématicien et biologiste de l'évolution, c'est un homme absolument incroyable et d'une humilité absolument adorable également. Il a commencé ses modèles mathématiques et puis il a publié ça dans les plus grands journaux avec des expériences sur les souris. Et donc aujourd'hui, il traite ses patients, donc atteints du cancer de la prostate métastatique, résistant à la castration, donc la pire des formes, où généralement en quelques mois c'est terminé. Et là, les patients sont à plus de 2 ans, ils vivent très bien et on n'a pas atteint la limite maximale. Donc clairement, cette thérapie permet de différer l'évolution de la résistance. Alors on ne sait pas encore de combien de temps, mais ça permet de différer l'évolution de la résistance. Ce qui est un autre avantage aussi, c'est que comme les quantités de chimiothérapie sont plus faibles, elles sont plus faciles à supporter par les patients. Donc quand on a commencé à partager ces résultats-là avec des vétérinaires, en fait, ils n'étaient pas surpris du tout, parce que les vétérinaires, au nom du bien-être animal, n'ont pas le droit de donner des chimiothérapies à carabiner aux animaux. Donc ils donnaient des chimiothérapies plus légères, et ils étaient... Bah oui, ils ont dit, bah oui, c'est pas surprenant, on sait que ça marche mieux. Voilà, donc beaucoup d'espoir sur la thérapie adaptative. Alors évidemment, le prix à payer, c'est de vivre avec le cancer. C'est la raison pour laquelle cette option thérapeutique n'est pas celle qui est privilégiée si vous avez, par exemple, ce qu'on appelle un carcinome in situ, une tumeur qui n'a pas commencé à diffuser. Donc là, vous la retirez, un petit coup de rayon autour, et puis c'est terminé. Et c'est bien sûr ça qu'il faut faire, et le problème, il est réglé. Quand un cancer a commencé à diffuser et qu'il est partout dans le corps, c'est une autre affaire, c'est plus compliqué à aller tuer toutes les cellules cancéreuses. Par contre, ce genre de thérapie peut les tenir en respect et vous permettre de vivre avec un cancer sans que ce soit le cancer qui vous tue. Voilà. Donc il y a eu des avancées formidables par rapport au traitement du cancer, notamment quand ils n'ont pas commencé à diffuser. Personnellement, je pense que l'avenir des thérapies, quand un cancer a commencé à diffuser, ça ne sera pas forcément de chercher à tout prix à le tuer, mais plutôt de vivre avec, voilà, de contenir la maladie. Alors du coup, cette thérapie qui marche très bien, moi, ça m'a posé des questions. Je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est le professeur Robert Gatenby qui l'a inventé? Si ça marche très bien, sans doute que la sélection naturelle aurait pu le faire. Et c'est un article que nous avons publié il y a quelques temps. Donc en fait, imaginez cette fois que ceci soit une tumeur et que les cellules en noir, elles soient résistantes non pas à la thérapie, mais au système immunitaire. Je vous dis tout à l'heure que le système immunitaire, à force de traquer les cellules cancéreuses, il finit par sélectionner celles qui deviennent invisibles au système immunitaire ou qui se font passer pour des saines. Donc en fait, si vous avez cette situation-là et qu'on avait un système immunitaire qui serait profondément idiot et qui tuerait toutes les cellules cancéreuses qu'il voit, eh bien, cette fois, ce sont les cellules invisibles qui gagneraient 2 fois. Et donc, en fait, la sélection de notre propre système de défense nous amènerait à mourir. Il y a fort à parier que sur des millions d'années d'évolution, ce n'est pas ce qui se passe. Et notre système immunitaire a certainement été optimisé par la sélection naturelle pour tuer seulement une petite partie des cellules cancéreuses qu'il voit, pour faire de la thérapie adaptative. Alors, bien sûr, ça pose des questions par rapport à l'immunothérapie aujourd'hui, où quelque part on vient forcer le système immunitaire à tuer plus de cellules cancéreuses que ce qu'il avait entre guillemets prévu de faire. Donc bien sûr que c'est toujours ennuyeux d'aller contre une adaptation, mais je crois qu'il faut le faire quand même parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la sélection naturelle nous a optimisés pour un résultat qui n'est pas celui que nous voulons aujourd'hui. On n'est pas là pour maximiser la reproduction, on est là pour maximiser la survie, a priori. Et donc, en fait, quand on regarde nos défenses anti-cancer, la plupart, elles ont été sélectionnées à une période de notre vie qui était très différente, qui a beaucoup changé récemment, à tout niveau. On peut dire que ces individus-là mangeaient bio, il n'y avait pas de particules fines, de diesel. Ils bougeaient beaucoup plus que nous, sans doute qu'ils mangeaient moins. Comme je disais tout à l'heure, de temps en temps, ils tuaient un mammouth, mais nous, c'est un peu comme si on avait un mammouth tous les soirs, sans avoir dépensé l'énergie pour le chasser. Et donc, en fait, et même la liste des décalages est plus importante que vous ne le pensez. Par exemple, notre système de reproduction, les femmes préhistoriques n'avaient que quelques dizaines d'épisodes de règles dans toute leur vie, puisqu'elles étaient soit enceintes, soit allaitées. Aujourd'hui, une femme moderne peut avoir 300, 400 épisodes de règles dans sa vie, avec à chaque fois des pics hormonaux. Et donc, quand vous avez des cancers qui sont hormonodépendants, qui vont pousser sur les hormones, évidemment, c'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire de notre espèce. Donc, raison pour laquelle il faut venir compléter la boîte à outils de ce que l'évolution n'a pas fait pour améliorer ce que nous, on veut, c'est-à-dire vivre le plus longtemps en bonne santé.
Donc le monde a profondément changé, comme je vous disais, on mange beaucoup, des fois on vit longtemps avec des mutagènes en même temps. Voilà, donc un monde qui est certainement très différent et la plupart de nos cancers à l'heure actuelle sont liés à ce décalage entre le mode de vie moderne et nos défenses qui sont celles d'hier. Une autre piste extrêmement prometteuse de thérapie basée sur des sciences de l'évolution, c'est l'utilisation de fausses drogues. Je vais vous prendre 2 exemples de fausses drogues que j'aime beaucoup. Alors, le premier, il peut sembler compliqué, mais il n'est pas compliqué. Les cellules cancéreuses qui sont résistantes à la chimiothérapie, par exemple, bien souvent, c'est parce qu'elles ont des pompes qui leur permettent de ressortir le poison. C'est pour ça qu'elles ne sont pas tuées. Donc, le poison arrive, bloum, elles le ressortent et elles ne meurent pas, alors que celles qui n'ont pas ces fameuses pompes, elles prennent la drogue en pleine tête et elles meurent. Donc, évidemment, faire fonctionner ces pompes, ce n'est pas gratuit. Mais il y a un bénéfice qui est évident quand c'est une vraie drogue, puisque les autres meurent. Donc l'idée qui a été imaginée, c'est de faire une fausse drogue qui vient mimer les effets d'une vraie drogue. Et donc les cellules résistantes vont continuer à ressortir bêtement un poison qui n'en est pas un. Donc elles vont s'épuiser à sortir un poison pour rien, puisque ce n'est pas un poison. D'accord ? Donc en fait, la tumeur, vous allez me dire, oui d'accord, mais la tumeur, elle grossit là. Oui, effectivement, elle grossit. Elle grossit, mais avec le compartiment sensible. Si bien que si vous alternez vraie drogue, fausse drogue, vraie drogue, fausse drogue, eh bien, vous rabotez en permanence et cette métastase peut rester stable. Un autre exemple fascinant sur lequel je travaille avec ma collègue Marie Dutrex de l'Institut Curie à Paris, c'est l'exploitation du principe du détecteur de fumée. Vous allez voir, c'est génial. Donc, en fait, les cellules cancéreuses sont extrêmement instables génétiquement, à tel point qu'elles occasionnent des tas de dégâts dans leur propre ADN, si bien qu'elles doivent en permanence réparer elles-mêmes leur propre ADN du fait des dégâts qu'elles occasionnent dans leur propre système. Donc, une première idée que les médecins ont eue, ils se sont dit, on va les empêcher de réparer. Comme ça, on va les conduire directement à un désastre génétique. Ça marche très bien. Jusqu'au jour où ça ne marche plus, tout simplement parce que, tôt ou tard, les cellules cancéreuses arrivent à trouver une parade. Et j'ai envie de dire que toutes les stratégies qui sont basées sur l'idée « on va les empêcher de », à partir d'un certain moment où il y a beaucoup de diversité dans la tumeur, ça va marcher que temporairement. Et tôt ou tard, le cancer va trouver une solution et ça ne marchera plus. Donc nous, au lieu de les empêcher de réparer, ma collègue de l'Institut Curie a mis au point une petite molécule qui vient mimer des dégâts sur l'ADN, qui vient faire croire aux cellules cancéreuses qu'il y a plein de problèmes sur l'ADN. Donc, qu'est-ce que fait la cellule cancéreuse ? Donc, sur ce schéma évidemment volontairement simplifié, au tout début de l'expérience, les cellules cancéreuses vont essayer de massivement réparer leur ADN. Elles sont complètement paniquées, elles amènent les enzymes sur place pour réparer. Tout ceci est extrêmement coûteux et pour rien, puisque là encore, c'est une fausse drogue. Okay ? Donc en fait, beaucoup vont mourir et la seule possibilité qu'elles aient de devenir résistantes à ce traitement, c'est d'arrêter de répondre. Exactement comme s'il y avait un détecteur de fumée dans cette pièce qui se mettait à sonner d'un seul coup. On sortirait tout de suite en disant « bon sang, il y a le feu, on va tous brûler, il faut sortir ». Maintenant, s'il commence à sonner toutes les 3 minutes, on va dire « eh oh Fabrice, ton bazar, il est un peu cassé ». Et ce sont des fausses alarmes. Et donc vous allez tranquillement continuer à m'écouter, quitte à vous mettre en danger si c'était un vrai incendie. Et c'est exactement cette propriété qu'on utilise, qui est universelle dans le monde animal. Il y a des tas de groupes sociaux où il y a toujours des lanceurs d'alarme. Il y a toujours un qui croit avoir vu un chat ou choses comme ça, qui pousse des cris d'alarme. Et quand le taux de fausses alarmes augmente, c'est montré que le seuil au-delà duquel vous allez répondre augmente lui aussi, tout simplement parce que c'est coûteux de répondre à chaque fois pour rien. Vous l'avez compris, une fois qu'on a endormi les cellules cancéreuses comme ça et qu'elles ne répondent plus, on envoie une vraie attaque cette fois. Et là, évidemment, elles ne répondent plus et c'est un petit peu comme s'il y avait un vrai incendie et qu'on n'était pas sorti. Voilà. Donc vous voyez un principe de biologie évolutive de comportement animal qui est transféré sur le cancer, qui est une entité vivante, et c'est tout à fait fascinant. Il est connu également qu'on peut contrôler la démographie d'une population lorsqu'elle est prise en étau entre 2 contraintes. Par exemple, des populations de rongeurs peuvent voir leur démographie complètement canalisée s'ils ont le choix entre un habitat où ils se feront manger par des chouettes ou des hiboux, et s'ils veulent éviter ce problème-là, ils n'ont pas d'autre solution que d'aller dans un habitat où ils seront mangés par des serpents.
Voilà. Donc en fait, c'est des polythérapies, ça marche très bien avec des organismes vivants, avec des virus, par exemple, on sait que des polythérapies. Et donc tout laisse penser que les cellules cancéreuses, ça peut marcher aussi. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des démons darwiniens qui seraient résistants à tout. Si elles ont des forces par rapport à certaines thérapies, elles ont également des faiblesses. Et là, les sciences de l'évolution nous apportent également un éclairage quant à l'ordre stratégique dans lequel on peut appliquer ces thérapies. Donc là encore, ce sont des travaux du professeur Gatenby. Donc il s'est inspiré du processus d'extinction des espèces. Le processus d'extinction, c'est quasiment la même chose à chaque fois, y compris pour les dinosaures. Vous avez certes une météorite, mais ce n'est pas la météorite qui a tout tué d'un seul coup tout le monde. Ce qui se passe généralement, c'est que vous avez effectivement un événement majeur, style la météorite, mais ça va tout simplement faire diminuer la taille de population de façon considérable. Évidemment, la diversité génétique de cette population aussi, venir morceler cette population en plein de petites populations. Et souvent, c'est une myriade de petits effets derrière, parasitisme, manque de nourriture, etc., qui vont venir terminer le travail sans qu'il y ait sélection de résistance, alors que ces mêmes petits effets n'auraient eu aucun effet sur la grande population. Le processus d'extinction, c'est quasiment toujours comme ça que ça se passe. Donc quand on transpose ça au cancer, on pourrait avoir dans un premier temps une chimiothérapie néoadjuvante qui va venir diminuer énormément la taille de la tumeur et sa diversité génétique, là encore, venir la morceler et ensuite appliquer. Alors bien sûr, savoir arrêter cette thérapie, parce que bien souvent on ne fait pas à l'heure actuelle, une thérapie qui marche, on continue, quitte à prendre le risque de sélectionner des variants résistants. Et donc arrêter cette thérapie, et venir avec une myriade, là encore, de petites thérapies qui pourraient venir terminer de façon stochastique la croissance de la tumeur et sans générer de variants résistants. C'est ça qui est intéressant. Pour le professeur James de Gregory, qui est basé dans le Colorado, le problème du cancer, ce n'est pas un problème lié aux mutations uniquement. Des mutations, on en a tous. Si vous prenez votre bras, par exemple, qui est souvent exposé au soleil, vous allez être horrifié si on vous montre toutes les mutations qu'il y a sur l'ADN des cellules de votre bras, y compris sur des gènes qui sont impliqués dans le cancer. Et pourtant, vous n'avez pas forcément un cancer de la peau. Donc en fait, le problème, ce n'est pas uniquement les mutations. Le vrai problème, c'est lorsque les cellules qui sont porteuses de mutations se retrouvent dans un micro-environnement qui est favorable à leur prolifération. Alors évidemment, le micro-environnement, il change avec l'âge, entre le stade fœtal et le stade octogénaire. Vous conviendrez qu'il y a eu quelques petites différences. Vous pouvez modifier vous-même l'habitat intérieur, si vous fumez par exemple. Et donc toutes ces modifications vont générer un problème si elles permettent à ces cellules mutées de proliférer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue écologique, toutes les thérapies qui sont basées sur le traitement, non pas du cancer, mais sur le micro-environnement dans lequel il y a les cellules cancéreuses, sont pleines de bon sens, d'un point de vue écologique et évolutif. L'idée, ce n'est pas forcément d'éliminer toutes les cellules mutées, il y en a plein. C'est de faire en sorte qu'elles ne se retrouvent jamais dans un micro-environnement qui leur permette de proliférer. Le cancer est un problème pour nous parce qu'en fait, il évolue trop vite et il vient nous tuer de façon précoce. Mais si au lieu de vouloir éradiquer le cancer, on cherchait à diminuer sa vitesse de progression par 2, allez même par 3, ça serait parfait, la plupart des cancers ne seraient absolument plus un problème puisqu'on aurait des cancers qui nous tueraient à 200 ans. Donc en fait, il y a plein de pistes possibles. Je ne peux pas rentrer dans les détails pour des raisons de temps ici, mais il y a plein de pistes qui permettent de diminuer le taux de mutation, la vitesse de prolifération des cellules cancéreuses sans chercher à éradiquer le cancer. Si vous ne cherchez pas à l'éradiquer, vous n'allez pas sélectionner de variants résistants. Vous allez diminuer sa vitesse de progression et vous allez pouvoir vivre avec sans que ce soit lui qui vous tue. Lorsque vous voyez une tumeur grossir, c'est souvent le résultat net d'un ensemble d'interactions qui ne s'inscrivent pas forcément toutes dans le registre de la franche camaraderie. Il n'y a pas que de la coopération à l'intérieur d'une tumeur, il y a aussi du parasitisme entre les cellules cancéreuses, entre celles qui font pousser des vaisseaux pour apporter la nourriture, celles qui font rien et qui profitent de l'apport. Il y a des tas de choses comme ça, il y a de la compétition, il y a de la prédation par le système immunitaire. Donc l'idée de ce qu'on appelle l'écologie tumorale, c'est de venir comprendre les règles qui régissent l'intérieur de la tumeur pour venir exacerber les interactions qui sont de nature à détruire la tumeur, pour l'obliger à s'autodétruire, foutre la zizanie en quelque sorte à l'intérieur de la tumeur.
Là encore, le cancer est un problème à tuer parce que, je vous l'ai dit, il est très variable. Mais le cancer, il ne se développe pas tout seul, il se développe en parasite à l'intérieur de vous et il a besoin de la coopération des cellules saines. Il est obligé de manipuler les cellules saines. Et les cellules saines autour, les collabos, là, ils ne sont pas nécessairement très variables, puisque c'est des cellules saines. Et s'ils ne sont pas variables, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus faciles à tuer. Donc là encore, toutes les thérapies qui sont basées sur l'idée, on va traiter les cellules saines qui collaborent au cancer plutôt que de vouloir tuer le cancer, sont pleines de bon sens parce que vous allez obliger le cancer à être autosuffisant, ce qu'il n'est pas capable d'être. Ou alors, s'il est capable de l'être, il va pousser tellement lentement qu'il ne sera jamais un problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure plusieurs fois, ce qui nous tue, ce sont les métastases. Et paradoxalement, on ne sait pas exactement pourquoi les cellules décident de partir de la tumeur primaire, partent dans la circulation sanguine ou lymphatique pour s'installer ailleurs. Et pourtant, il y a des tas de biologistes qui travaillent sur les mouvements dans le monde vivant, que ce soit la dispersion, que ce soit les migrations. Et donc, il y a des travaux fantastiques en ce moment en coopération entre oncologues et biologistes de l'évolution pour essayer de comprendre si ce sont les mêmes règles. On sait par exemple que ça peut être un problème d'encombrement local quand la tumeur grossit, mais ça peut être aussi les conditions écologiques. Les cellules cancéreuses ont un métabolisme tel qu'elles vont venir polluer leur propre environnement. On sait aujourd'hui, en tout cas certains modèles théoriques montrent que si on a une tumeur que l'on prive de nourriture, on va favoriser les variants qui cherchent à partir de cette tumeur, alors que si on donne, alors c'est expérimental, je ne dis pas que c'est faut le faire à l'heure actuelle, mais si on donne une quantité de nourriture faible et régulière à cette tumeur, en fait, elle se maintient sur place, elle ne cherche pas à partir. C'est une entité vivante. Et vous avez ici Carlo Mallet, donc, qui travaille en Arizona, donc pareil, un des rares chercheurs qui travaille sur l'approche écologie, évolution et cancer. Donc là, il sourit sans doute parce qu'il a obtenu récemment 8 millions de dollars pour établir un grand centre dans lequel oncologues et biologistes de l'évolution travaillent ensemble. Et donc, ils ont récemment, et ce sera mon dernier exemple, publié un article justement avec une belle palette d'oncologues pour justement essayer de prédire ce que je disais tout à l'heure. On a tous des processus cancéreux dans notre corps. Une infime partie vont vraiment être problématiques et il est important de traiter uniquement cela, sinon on va nous opérer à tout bout de champ pour rien. Et donc, en fait, ils ont utilisé un indice écologique et évolutif pour classer les tumeurs. Donc, ça peut être le taux d'irrigation de la tumeur par les vaisseaux sanguins, ça peut être la vitesse à laquelle les cellules prolifèrent, etc. Et donc, en fait, ils ont 16 types de tumeurs. Alors, les moins dangereux, qu'ils ont appelés les déserts, eh bien, ce sont des tumeurs qui sont évolutivement inertes, pas beaucoup de prolifération, pas beaucoup de vascularisation. Et là, il n'y a vraiment aucun intérêt à aller retirer ce genre de tumeurs. Elles n'évolueront pas. Les plus dangereuses étant évidemment ce qu'ils ont appelé les forêts humides, les rainforests, où là, on a un turnover très rapide, de la prédation très forte par le système immunitaire, ce qui fait que là encore, on va rapidement favoriser ce que le système immunitaire ne voit plus, etc. Donc, on peut espérer que d'ici peu, les oncologues utiliseront en routine cet index ECO-EVO et qu'on nous traitera uniquement les tumeurs qu'il faut traiter. Et puis, les autres, on pourra vivre avec sans aucun problème. Voilà, donc pour conclure, je dirais que presque plus de 50 ans après que le président Nixon ait déclaré la guerre au cancer, avec des moyens colossaux. Alors, au passage, il avait donné 5 ans aux chercheurs pour trouver la solution. On sait aujourd'hui qu'il y a eu des avancées absolument fantastiques et bravo et merci à tous les oncologues qui ont généré tout ce savoir qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à traiter beaucoup de cancers et on va continuer à en traiter de plus en plus. Mais il faut bien constater aussi que les cancers métastatiques restent toujours incroyablement difficiles à soigner. Et une des raisons à cela, c'est qu'on a affaire, en tout cas je pense que je vous aurais convaincu aujourd'hui, à un ennemi qui a un comportement darwinien, qui évolue. Et donc plus que jamais, il faut des équipes interdisciplinaires, si possible avec des biologistes de l'évolution, puisque c'est un problème de biologie évolutive. Donc je ne dis pas que les biologistes de l'évolution arrivent avec la solution clé en main, personne ne l'a de toute façon à l'heure actuelle. Je dis simplement que nous regardons la même forêt que les oncologues avec un angle différent, et donc du coup on voit de nouveaux arbres, et en travaillant ensemble, on peut compléter, améliorer notre compréhension de cette maladie et espérer diminuer un jour toute la souffrance humaine qui est associée.
Voilà, donc si ce que je vous ai raconté vous a intéressé, on a publié en 2017 ce livre en langue anglaise. Comme ça a été dit au début de cet exposé, j'ai publié ce livre en 2019. J'ai une collègue aux États-Unis, toujours en langue anglaise, qui a publié ce travail qui est extrêmement intéressant aussi, qui présente le cancer donc à la lumière des sciences de l'évolution. Voilà, un grand merci pour votre invitation, un grand merci pour votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci.